Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent, chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Depuis plusieurs années déjà, je vous aide à développer votre intelligence financière et votre money mindset dans le but de créer enfin de vrais changements dans votre vie. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo, dont l'ambition est de provoquer de vraies prises de conscience à propos de l'argent. Retrouvez-moi sur Instagram, c'est Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, pour des partages plus personnels, plus approfondis, de temps en temps aussi pour assister à des lives avec des invités, et évidemment pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Cette semaine, je vous propose une plongée dans le marketing et dans les stratégies de vente des business en ligne les plus florissants avec mon invité Julien Musy. Julien est l'un des maestros du business en ligne. Il a lui-même construit un business millionnaire en un temps record il y a quelques années et est devenu une référence de l'automatisation des systèmes de vente. À la fois adulé mais aussi critiqué. Je le connaissais pour ma part de réputation avant d'avoir l'occasion d'échanger avec lui. Je m'imaginais un homme froid, sans scrupules, assoiffé d'argent. Évidemment, je plaisante, j'exagère surtout, mais c'est justement sur cette mauvaise réputation que j'ai ouvert notre échange. Sur quelle pratique est-ce que Julien s'est appuyé pour devenir millionnaire à 27 ans ? Est-ce qu'il lui est déjà arrivé de faire des choses qu'il regrette pour de l'argent ? Comment trouver le juste équilibre entre éthique et efficacité dans le business ? Comment définit-il le succès aujourd'hui ? Est-ce que ça a évolué dans le temps notamment ? Qu'est-ce qu'il a fait de son argent quand il a commencé à gagner beaucoup ? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui de son argent ? Et comment est-ce qu'il l'investit, s'il l'investit ? Voilà, le ton de l'épisode est donné. Sur ce, je vous laisse en notre compagnie. Salut Julien. Salut Delphine. Comment vas-tu ? Moi ça va, ça va. Super. Écoute, je vais te demander directement d'entrer dans le bain. Je t'ai présenté en introduction. Certains te connaissent déjà, certains vont te découvrir totalement dans cet épisode. Comment toi tu te présentes en général ? Waouh, ça dépend à qui je me présente, mais et ça dépend combien de temps j'ai pour me présenter. Allez, je te donne 1 minute 30. Ok, 1 minute 30. 1 minute 30, mon enfance a été marquée par le sport de haut niveau. Ouais. Et ensuite, à 16 ans, je me suis blessé. Du coup, ça a été comme une forme de dépression pour moi pendant 5 ans. Qui je suis si je suis plus tennisman ? Qui je suis si je suis plus joueur de tennis et si j'occupe plus tout mon temps autour de ça ? Heureusement, pendant ces 5 ans, j'ai développé une passion qui était la cuisine et la pâtisserie, qui m'a permis, après mes études de finance, de lancer mon premier blog en ligne et mon premier business en ligne. Et puis derrière, j'en ai créé un second et un troisième. Et on va dire qu'aujourd'hui, les 2 choses qui me passionnent le plus, c'est comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait et pourquoi est-ce que, en tant qu'être humain, on fait ce qu'on fait. Et il y a parfois une telle dissonance entre ce qu'on aimerait faire et ce qu'on fait réellement. Et de l'autre côté, la deuxième chose qui m'intéresse, c'est le business, parce que c'est aussi pour moi un moyen de transmettre ce que j'apprends, ce que je sais au plus de monde possible. La façon dont on est rentrés en relation tous les deux, elle est atypique, mais j'ai envie de raconter un petit peu comment on est entrés en relation. Parce que pour l'histoire, moi, je te connaissais de nom. Ouais. En vrai, je savais même pas à quoi tu ressemblais. Et je vais pas dire que je te connaissais de réputation, je veux dire que je m'étais créé une réputation autour de toi. Et une auditrice m'a envoyé un post que tu avais publié récemment et dans lequel tu semblais effectivement... tu partageais des choses qui me semblaient être assez éloignées de l'image que je m'étais faite de toi. Tu peux juste dire c'était quoi la réputation ? Mais bien sûr, je vais le dire, t'inquiète pas. Pour moi, si tu veux, en fait, tu es en plus... alors, parce que si vous le verrez si vous voyez des extraits sur Instagram ou sur YouTube éventuellement, Julien a quelques petits cheveux blancs. Alors moi, je le voyais un peu plus vieux qu'il n'est, mais en fait, Julien n'a même pas 30 ans. Donc, il y avait un peu ce truc de cet homme qui est connu pour être un des kings du business en ligne francophone et qui à 29 ans a créé plusieurs millions somme toute assez rapidement.
en quelques années, et d'une façon qui, moi, me semblait assez déshumanisée, automatisée, déshumanisée, voire même, pushy, genre tu sais, avec des pratiques de vente forcée, un peu trop sans scrupules, tu vois. Je comprends. Je précise que... Mais on va en reparler de tout ça, parce que moi, je veux t'interroger là-dessus. Mais ce qui est drôle, c'est que, tu vois, je ne t'avais jamais vu, je n'avais jamais écouté un webinaire de toi, je n'avais jamais lu quoi que ce soit de toi, mais c'est une réputation que je m'étais forgée sur une image qui avait été véhiculée par des on-dit, par des... Voilà, ce genre de choses. Et donc là, j'ai une auditrice, Anne-Gaëlle, je t'embrasse très fort, qui est une cliente aussi, qui m'envoie ce post, et puis je vois que ça correspond pas du tout à l'image que je m'étais faite, et je comprends qu'il y a eu une bascule dans ta vie. Je comprends que t'approches de la trentaine, je comprends qu'il y a une forme de sagesse aussi, qu'il y a des envies qui ont évolué. Peut-être tu t'es un peu perdu, et on va beaucoup revenir dessus. Et du coup, ça me donne envie de connecter avec toi. Je réponds, je laisse un commentaire, tu me réponds. Je sais plus, c'est toi ou moi, on s'envoie des MP, et puis rapidement on se dit enregistrons un épisode. Et puis même depuis, pour être totalement transparente, on travaille ensemble puisque tu organises un challenge avec des entrepreneurs, et je l'ai intégré. Donc voilà comment en quelques semaines mon mec me dit toujours, t'es la fille qui a les idées les plus arrêtées que je connais et qui en change le plus facilement, et ça me correspond assez bien. Donc est-ce que ce que je te décris comme étant la réputation que moi je t'ai collée, littéralement, est-ce que t'as l'impression que ça te ressemble? Est-ce que tu as conscience que peut-être certaines personnes te voient comme ça, et qu'est-ce que ça t'inspire? J'ai conscience que certaines personnes me voient comme ça. Je comprends qu'on me voit comme ça. Je pense qu'il y a peut-être un peu plus de nuances que la manière dont on me voit. C'est juste ça. Mais effectivement, il y a des choses, tu vois, que je faisais, que je diabolise pas aujourd'hui, par contre. Je pense que c'est la différence entre la manière dont on me voit et la manière dont je vois qui j'étais. C'est que il y a effectivement des choses que je referai pas aujourd'hui, que j'ai utilisées dans mes stratégies, que je referai pas parce que je les juge comme étant mal, mais parce que j'en suis à un stade de vie où c'est plus ça mon objectif et ma vision des choses, et en tout cas ce que j'ai envie de délivrer. Juste pour qu'on rentre dans le concret, c'est pas que j'ai trafiqué de la drogue ou quelque chose, c'est juste que je pense qu'effectivement quand tu dis pushy, oui, mon intention c'était quoi? C'était de maximiser les conversions à tous les endroits. Et je pense que d'ailleurs les gens sont venus vers moi aussi pour cet endroit, parce qu'ils connaissent on va dire l'expertise que j'ai dans maximiser les conversions à chaque endroit d'un funnel. J'ai été connu pour ça, j'ai créé ça, c'était une passion pour moi de maximiser les conversions. Et je pense qu'il y avait toute une part de moi pas une part de moi que je voyais pas, une part d'inconscience dans ce que je faisais. Je pense pas, enfin, c'est pas que je pense pas, et c'est pas pour être bien ou mal ou être bon ou mauvais, tu vois, c'est vraiment, pendant longtemps, j'avais pas la conscience de ce que mes actions pouvaient créer, dans le sens où un truc que j'ai découvert dans le business en ligne, mais dont j'ai pris conscience assez tard, genre quand je dis assez tard, ça a fait plusieurs millions, c'est que par exemple dans les clients sur lesquels j'allais maximiser les conversions, c'est qu'il y en avait plein qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils voulaient faire avec leur business en ligne et qui n'avaient aucune expertise. Mais dans le fond, on peut dire non mais Julien, t'as closé des gens qui avaient aucune expertise et tout. En fait, je ne pouvais pas imaginer que tu puisses vouloir lancer un business sans que ça parte d'une expertise. Puisque tous les business que j'ai lancés, je les ai lancés parce que j'avais envie de transmettre quelque chose à la base. Donc, en gros, ce que tu dis, c'est que t'aider des gens, tu as pris en client des gens qui voulaient créer des business en ligne. Je vais être un peu là sévère dans mes mots, mais qui vendaient du vent en réalité. Ouais, bien sûr. Ou qui vendaient quelque chose d'assez médiocre. Carrément. Ok. Carrément. Okay. Et le problème, c'est que, en fait, un business te dépasse rapidement. Tu vois, quand je dis un business, c'était pas moi qui... J'avais vraiment un business. J'avais créé un business de coaching plutôt que de faire de mon coaching un business, tu vois, ce qui sont deux choses vraiment différentes. Et c'était pas moi qui faisais les ventes, c'était pas moi qui livrais les clients. Donc, moi, je savais pas grand-chose de mon business. Tout ce que je regardais, c'était les KPI, tu vois. Ouais. Et sur le papier, ça marchait très bien. Et ça marchait très bien, et j'étais fier que ça marche très bien. Parce que
3 ans auparavant, j'étais personne et je me dis, waouh, c'est quand même génial d'avoir créé un business qui génère entre 300 et 500 000 euros par mois, tu vois. Ouais, en fait, tu disais qu'il y avait une certaine froideur dans ton approche du business qui était très centrée sur la performance et les chiffres, et que parce que c'est pas toi qui avais le contact avec les clients, c'est pas toi qui, alors là on va utiliser un peu le jargon de marketing, mais qui closait les clients, c'est-à-dire qui les avait au téléphone et qui les amenait jusqu'à devenir clients, jusqu'à une signature. C'est pas toi qui étais en contact avec eux, tu savais pas grand-chose d'eux, et puis toi tu voyais les chiffres qui tombaient qui tombaient tous les mois, donc tu avais cette gestion en fait, très technocratique et assez froide de ton business. Et en fait peut-être que du coup même en plus cette distance t'a amené enfin, qu'il y avait, tu disais en fait ce qui te challengeait à l'époque, c'était tu voyais les chiffres augmenter, et faire un bon business, c'était un business qui crachait de l'argent. Mais peut-être en plus que effectivement les gens qui étaient en contact avec tes clients avaient peut-être moins de scrupules sur qui rentrait pas, qui était un bon entrepreneur, qui ne l'était pas, à partir du moment où la personne était prête à payer. Ouais. Et tu sais, ça va peut-être choquer ce que je veux dire, mais si je redevenais la même personne avec les valeurs que j'avais à ce moment-là, ce qui était important pour moi, je referais exactement la même chose. Tu vois, souvent les gens font l'erreur d'interprétation de ce que je dis comme ah ok, en fait il est en train de dire que ce qu'il faisait avant c'était nul et que c'était pas bien. Non, c'est juste à ce moment-là de ma vie, ce que je valorisais c'était développer mon business avec une métrique qui était faire de l'argent. Faire de l'argent et proposer l'expertise que je connaissais. Ça répondait à ça. Et ce qui par contre était pas nourri et ce qui a émergé plus tard, c'est une autre valeur qui est le besoin de me lever le matin et d'avoir vraiment du sens. Parce que moi, à ce moment-là, ce que je croyais, c'est que, et d'ailleurs pendant longtemps ça m'a amusé, c'est que faire tous les mois un peu plus de chiffres, ça avait du sens pour moi. Il y a juste un moment donné où ça a plus eu de sens pour moi. Et c'est là où mon système de valeurs a shifté, au moment où il y avait d'autres choses qui ont émergé. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas penser autrement. Et je pense que, tu vois, ce sujet qu'on aborde, c'est ce qui est pour moi ultra important à partager et à transmettre dans le monde, c'est cette idée que il n'y a pas vraiment de bien ou de mal, il y a juste des systèmes de valeurs. Et tant que tu comprends pas ces systèmes de valeurs, tu les combats juste. Et dans le combat, tu crées juste un peu plus de résistance des deux côtés. Donc, je ne remets pas en question ce que j'ai fait. Avec mon regard et mon système de valeurs d'aujourd'hui, je ne referai pas la même chose avec ce que je suis aujourd'hui. Mais avec ce que j'étais il y a 3 ans, c'était pleinement cohérent et c'était un super business. Et donc, pas de regrets. Non ? Mais t'as pas envie de faire les choses de la même manière à partir d'aujourd'hui. Ouais, parce qu'en fait, il y a plein de choses que j'ai découvert dont j'étais pas conscient. Je te donne un exemple. Là, je sors d'un call avec une personne de l'équipe et elle me dit, OK, on a un événement qui arrive là du 12 au 14 décembre. Je vais réfléchir à qu'est-ce qu'on peut organiser dans cet événement pour maximiser les conversions et les renouvellements. Et moi, je lui dis, non, en fait, fais pas ça. Elle m'a dit, pourquoi? L'année dernière, quand on a fait ça, ça a super bien marché. Ouais, ça a super bien marché avec la métrique de l'argent. Ça n'a pas bien marché avec la métrique de la dynamique du groupe. Parce qu'en maximisant la conversion, on a aussi fait rentrer 2-3 personnes qui peut-être n'auraient pas dû rentrer et qui du coup viennent impacter la qualité du groupe qu'on a chez nos clients. Et voilà, donc ça pour moi c'est l'exemple type. La stratégie, elle est toujours top, tu vois, si tu veux maximiser tes ventes, mais j'ai juste pas envie aujourd'hui de faire ça. Est-ce que tu vois, j'ai envie d'aller dans le détail. Est-ce que dans la gestion de ton équipe et notamment dans les drivers de performance, parce que quand tu as des équipes qui font des rendez-vous pour closer, en fait, c'est des commerciaux. Donc, ils ont, tu me dis, le système de rémunération, il varie, mais grosso modo, souvent, il y a un fixe et un variable. Alors, s'ils sont indépendants, on peut fonctionner que au variable et à la commission, mais sinon, on va avoir un fixe et un variable. Est-ce que toi, tu as fait évoluer ça? Est-ce que dans les chiffres que tu leur demandes d'atteindre dans tes ventes, est-ce que tu mesures toujours la même chose? Tu vois, qu'est-ce que tu faisais avant quand il y en avait un qui passait de 30% un mois à 20% de conversion? Tu vois, quelles étaient tes pratiques à l'époque et comment tu as dû faire évoluer tout ça? Ouais. C'est hyper intéressant comme question. C'est sûr que le business,
tout était créé autour de maximiser la conversion. Donc effectivement, les gens n'avaient pas de fixe, ils étaient payés uniquement à la commission. Quand les conversions baissaient, on se demandait comment on rehausse les conversions, tu vois, au téléphone, tout ce qui allait avec. Et j'ai eu une période, au début j'étais en mode c'est trop bien ce système, c'est trop bien, on fait plein d'argent. Et puis après j'ai eu une période où c'est trop bien, on fait plein d'argent, mais les gars, vous me saoulez, vous faites rentrer des gens qui derrière le service client paye ça. Et j'ai eu peut-être 1 an de frustration à me dire, mais arrêtez de faire rentrer des gens comme ça sur des clients, sans voir que tant que je changeais pas la structure de récompense, en fait, j'encourageais ça. Et mon discours disait, faites pas ça. Par contre, ma manière de récompenser disait, faites ça, vous êtes payé là-dessus. Et je pense que j'avais mon directeur des ventes qui est quelqu'un que, franchement, j'aime de tout mon cœur, que j'aime beaucoup, mais qui était, je pense, dans ce même état d'esprit, qui me disait, non, mais Julien, il n'y a pas besoin d'enlever les commissions. Tu peux être intègre et être payé à la commission. Je crois pas. Je crois que à partir du moment où ta structure, elle est sur la commission, tu as un biais d'humain, tu vois. Donc aujourd'hui, on a toujours des appels de vente. Par contre, on n'a plus de commission à aucun endroit. Ah, mais c'est intéressant ça. Parce que tu vois, publiquement, je t'ai pas entendu le dire et moi, c'est assez inhabituel dans le monde du closing. Encore une fois, ce métier qu'on appelle, c'est vraiment jargonneux, hein, mais pour tous ceux qui connaissent pas du tout, c'est le mot commercial appliqué à la vente en ligne de produits qui ont un prix en général de plusieurs milliers d'euros et donc qui nécessitent des entretiens individuels de vente, on va dire ça comme ça. Et donc aujourd'hui, plus de commission. Et c'est marrant parce qu'il y a quelques semaines, du coup, je faisais un épisode sur un autre sujet, mais avec un ami à moi, du coup, c'est un épisode sur le conseil en gestion de patrimoine. Et donc, tout l'épisode était centré sur le fait que ce marché a un biais de rémunération très fort, puisque la quasi-totalité du marché est rémunérée à la rétrocommission sur la vente des produits. Et donc, on peut être le plus intègre possible et avoir la plus grande éthique possible. Il y aura toujours un doute, et c'est plus qu'un doute, sur le fait que effectivement le conseil qui est délivré est forcément teinté d'un biais qui est ma commission, voilà. il va falloir qu'elle tombe derrière. Donc insidieusement, je vais essayer quand même de te proposer des choses qui peuvent être d'un intérêt mutuel. Et c'est difficile à entendre pour toute une profession qui n'a pas l'impression d'être non, mais on peut être qui n'a pas l'impression d'être mal ou mauvaise intrinsèquement, mais qui subit aussi des pratiques héritées et qui se dit comment passer à autre chose, sachant que les gens veulent du gratuit et on est un peu enfermé dans ce truc, donc on pense que les gens veulent que du gratuit, donc on leur délivre du gratuit avec de la rétrocom, et personne n'ose, ou très peu de gens osent faire cette bascule vers un système d'honoraires. Voilà, je suis payée pour le conseil que je délivre et point barre. Et du coup, voilà, j'avais ce même discours. Et moi, ma conviction profonde, c'est qu'on ne peut pas être dans une éthique irréprochable, on ne peut pas être juge et partie. Quand on est juge et partie. Ouais, je suis complètement d'accord. Mais tu sais, c'est pas évident, surtout quand toute ton habitude est là-dessus et il y a plein de peurs derrière. C'est-à-dire quand tu as eu l'habitude de faire à la commission pendant longtemps et que d'un coup, tu prends un risque que peut-être tout va pas marcher, c'est compliqué. Et moi, j'ai pas eu le courage de le faire à un moment donné où je pouvais... Enfin, c'est facile de le dire pour moi aujourd'hui où ma vie ne dépend... Ma qualité de vie, les résultats de mon business n'ont aucun impact sur ma qualité de vie, tu vois. N'ont aucun impact sur est-ce que je peux payer ma maison, sur est-ce que je peux partir en voyage, tu vois. Donc, c'est un peu facile pour moi de le dire aujourd'hui et de juger des gens pour qui les résultats business vont impacter leur vie, tu vois. Et vont impacter est-ce qu'ils peuvent acheter tel cadeau à Noël pour leurs enfants, tu vois. Et je dis pas que je serais capable de le faire. Je vois juste que je suis capable de le faire et de changer mon éthique aujourd'hui parce que j'ai plus besoin d'argent. Mais je peux complètement comprendre aussi l'autre côté qui est, t'as besoin d'argent, donc tu vas faire aussi ce dont t'as besoin, tu vois. C'est un peu une question, je pense, de où tu te trouves aussi sur la pyramide de Maslow, où t'as quand même tes besoins de sécurité. Ça, c'est le premier aspect, tu vois, c'est mes besoins de sécurité, mais derrière, il y en a qui sont peut-être encore plus forts, c'est les besoins d'estime de soi. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où ton estime de toi, elle est quand même sociétalement
liées à est-ce que tu peux t'acheter, quelle marque de voiture tu es capable de t'acheter et quelle montre tu portes au poignet pour un homme et quel sac à main tu as pour une femme, tu vois. Et malheureusement, ce truc-là est assez engrainé dans nos croyances et dans notre inconscient sociétal, qui fait que même si tu n'as pas besoin de sécurité, en fonction de où est ta perception de manque en termes d'estime de toi, de reconnaissance, tu peux continuer des pratiques comme celle-ci pendant très longtemps, même si tu n'as plus besoin d'argent. Parce qu'en changeant quelque chose qui marche, tu prends aussi le risque que ça ne marche plus. Est-ce qu'il n'y a pas aussi justement un effet de marché à un moment donné, où des pratiques qui marchaient à un moment donné se sont mis à moins marcher? Je te prends des exemples. Franchement, ouais. Moi, quand j'ai découvert un peu ce milieu de la formation dans plein de domaines, développement personnel, immobilier, etc. Donc, c'est vraiment fin 2019, donc plutôt 2020. C'est vrai que, et ça se pratique encore en vrai, mais on a la fausse promo, la promo soi-disant exclusive, mais en fait, elle est là tous les 4 matins. Le truc à soi-disant une date d'expiration, c'est que pour toi, c'est maintenant, c'est pour 24 heures, je t'en fais bénéficier à toi. Le bonus qui n'en est pas vraiment un. Enfin, ces trucs en fait qui sont là pour te faire acheter le plus rapidement possible et qui sont des leurs, parce que tout le monde sait qu'en réalité il y avait zéro urgence, que la semaine prochaine il y aura la même promo, etc., etc. Et du coup, à un moment donné, les gens sont pas débiles non plus. Et donc, les leviers qui étaient des leviers un peu plus pushy, tu vois, sur une espèce de marketing de l'urgence, se sont mis à plus marcher, les gens se passent le mot, et puis on n'est pas dupes. Alors, on est quand même tous un petit peu sensibles à la promotion, faut pas se le cacher, sinon le Black Friday n'existerait pas. Ouais. Mais tu vois, est-ce qu'il y a quand même pas eu une bascule de marché qui fait qu'à un moment donné, pour survivre, tu es aussi obligé d'assainir de tes pratiques et de te dire, ok, bah, je peux plus prendre, je vais être cru, hein, mais je peux plus prendre les gens pour des cons. Bah, je crois pas. Très bien, merci Julien. Non, je crois pas parce que franchement, on est encore capable de faire beaucoup d'argent avec les techniques qu'on utilisait. Tu vois, on fait 1,5 million sur le premier trimestre de 2022 avec des stratégies de closing, enfin tout ce qui marchait déjà, ce qu'on faisait déjà en 2018-2019, on arrive à faire 1,5 million au premier trimestre. Juste, moi, je me sépare de mon ex en février, donc premier trimestre. Et en général, tu sais, quand tu as une séparation ou un truc comme ça, tu remets en question toute ta vie. Et là, je remets en question toute ma vie. Et du coup, je peux plus driver les équipes à faire ça, tu vois. Donc, il y a aussi ça qui vient jouer à ce moment-là. Mais je suis sûr qu'on aurait juste fait 6 millions dans l'année si on avait continué à pousser, si j'avais été capable de continuer à pousser ces stratégies. Est-ce que, au-delà de la perte, enfin, tu vois, du manque de sens qu'il y avait, est-ce qu'il y avait un sentiment de t'as envie d'être un peu plus fier de toi, de ce que tu fais et de ton business, tu vois, ce sentiment de, ok, je fais beaucoup d'argent, mais je sais et j'ai envie de me challenger à faire quelque chose peut-être de plus propre. Franchement, j'étais fier de ce que je faisais. Et je suis encore fier de ce que j'ai fait, dans le sens où je pense qu'on a eu un super impact sur 80% des gens. Et il y a plein de gens, tu les écoutes, ils ont été clients chez nous et ils te disent « Waouh, ça a transformé ma vie, tu vois, entre 2018 et 2021 ». Je pense effectivement, il y a 20% des gens qui ont été peut-être déçus de nos produits. Et ces 20%, ils peuvent donner une certaine teinte, tu vois. Ou alors, les gens qui nous ont vus en pub et qui... De toute façon, c'est le jeu, tu vois. On a mis, entre 2018 et 2021, on investissait 500 000 euros par an en publicité. Donc, quand tu mets des messages forts, polarisants et que tu mets 500 000 euros par an en publicité, tu vas te faire défoncer, c'est sûr, tu vois. Plus tu es visible, plus les gens te critiquent. Donc, tu es forcément critique au même degré. Tu peux prendre n'importe qui, il y a toujours une polarité sur lui. Il y en a qui l'adorent, d'autres qui le détestent. Plus il est visible, plus c'est juste amplifié. C'est juste, ça a toujours été là. Il y a des gens qui t'adorent, d'autres qui te détestent, mais plus ta visibilité est amplifiée, plus ça s'est amplifié. Donc, franchement, j'étais fier de ce que je faisais et je pense que on a vraiment aidé plein de gens. Je pense juste que c'était plus qu'ils nourrissaient à un moment donné. C'était vraiment un processus interne. C'était pas en rapport avec les autres de c'est pas bien ce que je fais et les autres m'aiment pas pour ça ou quoi. Ça n'avait rien à voir. C'est un processus interne de j'ai plus envie de me lever le matin pour le faire sous cette forme. Et quelle était justement cette forme qui te déplaisait? Bah, cette forme, c'était justement d'avoir
Alors, il y avait plusieurs choses. Il y avait, moi, le fait de devoir créer des contenus qui n'étaient pas ceux que j'avais envie de partager, mais ceux qui devaient fitter avec la promotion du mois ou la campagne du mois ou je ne sais quoi, tu vois, et qui allaient marcher. Et il y avait, en tout cas, c'était toute une part de créativité qui était non exprimée chez moi, parce que ça devait aller dans le sens du business, ce que je disais, plus que dans le sens de moi, ce que j'avais envie de partager. Donc, il y avait ça qui n'était pas nourri. Et la deuxième chose qui n'était pas nourrie, c'était effectivement tout cet aspect de me dire, putain, mais pourquoi ce client, il est dans le programme? Si ça avait été moi qui l'avais eu au téléphone, jamais je l'aurais laissé entrer. Donc, c'était vraiment ces deux aspects pour moi. Sinon, le reste allait bien. Enfin, il y avait une super équipe. Je pense que tu parles à toutes les personnes qui ont travaillé avec nous, ils t'ont dit, putain, c'était une aventure extraordinaire. Tu vois, il y avait de l'énergie aussi dans cette équipe. On avance, on crée des choses et tout. Donc, il y avait plein de trucs très cool. Mais effectivement, ces deux aspects de créativité étaient compliqués. Et je crois qu'il y a eu une forme un peu en tout cas, d'apogée pour moi. Je me sens pas nourri dans ce truc-là. Je me souviens très bien, c'était le 15 janvier. Où juste avant de larguer ton ex. Non, c'est elle qui m'a largué. Merde. Le 15 janvier où on est début janvier, tout marche bien, mais on sait que si on veut faire 10 millions, pour faire 3 à 5 millions, on peut rester sur Facebook. Si on veut faire 10 millions, il faut qu'on ait aussi du YouTube Ads. Donc, YouTube Ads, on ne connaît pas vraiment. On prend un prestataire extérieur qui est très bon là-dessus. Il nous script nos vidéos. Et c'était à une époque où, en plus, on marchait très bien. Et franchement, j'étais assez détaché de l'entreprise. J'ai investi peut-être 10 à 20 heures par semaine. Beaucoup de choses étaient structurées. Et je faisais pas grand-chose alors que toutes mes équipes étaient à fond. Et là, du coup, j'ai mon directeur marketing. Il me dit, est-ce que tu peux aller tourner des vidéos YouTube? Ce que j'accepte, j'arrive à la Défense pour passer une journée de vidéo, pour tourner une vidéo YouTube Ads. J'arrive. Le copywriter, du coup, me présente le script pour la vidéo YouTube Ads. Et là, je vois le script et je me dis, putain, je crois pas un mot de ce qui est dans ce script. Et pour autant, j'ai le prompteur et je me dis, bon, maintenant que je suis là, ce gars-là, on le paye à 10 000 euros, autant les tourner. Et je commence à faire une première prise et il me dit, non, là, t'es pas assez convaincant. Il faut que tu reprennes, que tu sois plus convaincant sur les premières phrases. Et au final, cette vidéo, on l'a tournée 30 fois, cette même vidéo, pour avoir l'intonation que le gars voulait pour que ça convertisse au mieux. Et je suis sorti de là, j'avais envie de vomir, en fait. J'avais envie de vomir de cette journée, j'étais rincé. Et ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, le soir, je peux pas m'empêcher de pas m'exprimer sur mon expérience. Enfin, si tu me suis sur Insta, tu vois que j'aime partager ce que je vis. Je te suis depuis 2-3 semaines, quoi. Ok, mais tu vois que j'ai besoin de partager en général ce que je pense et ce qu'il y a dans ma tête. Et là, c'est le soir de cette journée, en fait, je suis obligé d'exprimer ce que j'ai vécu. Et je suis obligé d'exprimer que je viens de faire un YouTube Ads et que je croyais pas un mot de ce que je disais. Et finalement, cette pub, on l'a quand même fait tourner. Mais c'est à partir de ce moment-là où je me suis rendu compte, en fait, ça faisait des mois que je dénonçais plein de pratiques qu'on avait. Tu vois. Et il y avait plein de pratiques qu'on avait, que l'entreprise a utilisées, que je comprenais, parce que je comprends le copywriting et je comprends que d'un point de vue pur copywriting, il avait raison. Mais que moi, je pouvais plus faire semblant. Je pense que en 2021, ça a déjà commencé, mais en 2022, c'est vraiment l'année où pendant les 6 premiers mois, peut-être 2 fois par semaine, j'étais obligé de faire un post pour dénoncer les pratiques de ma propre entreprise. Et il y avait comme une dissonance énorme entre les gens, du coup, ils étaient inspirés par moi, parce que je suis quand même un peu l'image de marque de l'entreprise. Et du coup, il y avait l'entreprise qui proposait des produits et moi qui disais, en fait, je suis pas d'accord avec ces produits. Et c'était un truc où il y a un moment donné où j'ai dû en arriver à, en fait, c'est soit on restructure toute l'entreprise, soit je m'en vais de cette entreprise et je laisse l'entreprise à l'équipe. Ce que j'ai fait à fin avril, sur lequel j'ai dit à la personne que je percevais être la plus responsable, compétente et autonome, je lui ai dit, je te laisse l'entreprise, tu deviens le CEO et moi je veux faire autre chose.
Et on veut la suite, on veut la suite. Et on veut la suite. Alors, spoiler alerte, Ouais. Julien est revenu dans Ouais, l'entreprise. je suis revenu. Ça n'a pas marché exactement comme Ça n'a prévu. pas marché exactement comme je voulais. Effectivement, fin avril, du coup, je prends cette décision. Je l'annonce à toutes les équipes. Toutes les équipes sont prévenues. C'est plus moi le CEO, je l'annonce au client. Je suis plus le CEO de l'entreprise. Les 3 jours qui suivent, je me sens tellement revivre, tu vois. Je sens cette énergie de vie qui se recircule en moi. Je me lève le matin, j'ai juste envie d'aller voir la nature. Je m'émerveille devant la nature et je me dis, waouh, je suis tellement soulagé de ne plus être le CEO de cette entreprise. Et il se passe un mois ou un premier mois où juste je reprofite des petites choses de la vie. Et je pense que j'avais pas pris de vacances aussi en 5 ans, tu vois, donc ça me fait aussi du bien. Et je passe un mois assez extraordinaire. Je tombe amoureux en parallèle. Je vis ma vie d'ado, tu vois, sans responsabilité. Et je suis trop content. Et en juin, je pars voyager. Je pars faire une retraite à Sydney, une retraite en marche. On va marcher pendant 6 jours. Derrière, je pars au Pérou. Je rencontre des chamans, des gens, je voyage. Et puis, je rentre du Pérou fin juin. Et là, j'ai la personne que j'avais nommée CEO qui m'appelle et qui me dit écoute Julien, je suis vraiment mal à l'aise et tout. Il tourne autour du pot pendant 10 minutes. Puis au bout de 10 minutes, il me dit en fait, je crois que je suis pas la bonne personne pour ce rôle et tout. Et c'est marrant parce que tout ce voyage m'avait permis de voir que non, en fait, cette entreprise, j'ai quand même envie de continuer à la développer, mais à ma forme à moi, sous ma manière à moi. Et du coup, Finalement, tu avais envie de la restructurer. j'avais envie de la reprendre, tu vois. Donc c'est comme si j'avais pris 2 mois et demi de vacances. Et puis, du coup, j'ai dit, bah écoute, ça me va, t'inquiète. Je pense que c'est juste, puisque moi aussi, j'ai envie de la reprendre. Et puis, du coup, en juillet, on a arrêté l'équipe de closing. Je me suis séparé de mon directeur des ventes, qui est aussi un de mes meilleurs amis. Donc, c'était aussi quelque chose, tu vois, de me dire, bah, en fait, je vais honorer ma vision, même si ça me demande de me séparer d'un de mes meilleurs amis, même si ça me demande de prendre le risque que peut-être on n'arrivera plus jamais à vendre. On s'est séparé de tous les closers, on s'est séparé de tous les setters également. On a 7 heures, du coup, alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, on va dire, c'est tous les gens qui vont venir te parler. Tu vois, toi, tu parles à les gens qui te parlent sur Instagram, tu leur réponds. Ouais. Ok, bah nous, on avait trop de volume. Donc, c'était des gens qui allaient, premièrement, qui répondaient à mes messages. Et deuxièmement, qui allaient aussi engager la conversation avec chaque personne qui likait un de mes posts, par exemple. Ah oui, oh là là, ah oui, tu Ouais. fais ce genre de choses. Mais tu fais toujours ça? Non, on fait plus ça. Ah oui. Ah non, mais honnêtement, non, mais en fait, c'est des pratiques qui sont vachement discutées parce que, tu vois, même là, on est dans un groupe où j'ai intégré un groupe que tu as formé pour un challenge business et on voit bien qu'il y en a qui disent, moi, j'ai aimé être closé. Il y en a qui disent, oh là là, mon Dieu, le closing, ça me fait horreur, etc. Et en fait, il n'y a pas de consensus. On est tous des individus différents. C'est sûr que moi aussi, la toute première formation business que j'ai fait, c'était avec je crois que c'est un élève ou un collaborateur à toi ou un ami à toi, enfin, voilà, quelqu'un qui en tout cas avait les mêmes, qui venait du même milieu de business avec ces mêmes pratiques là. Et c'est vrai que à l'époque, je les ai pas questionnés comme j'ai questionné aujourd'hui, mais moi aujourd'hui, quelqu'un vient me parler, le nombre de gens qui me demandent un ami sur Facebook, la personne qui vient me parler, ça pue ça pue à 3 kilomètres qu'elle va essayer de me vendre un truc, qu'il n'y a rien de sincère là-dedans, et je hors de ça, et je ne réponds pas. Et en fait, ces pratiques-là, moi, je veux pas les faire, quoi. Genre, la moindre personne qui like un post, aller lui parler, oh là là, mon Dieu. Mon Dieu. Sachant qu'en plus, tu sais, en tout cas, dans mon business, et je sais que je suis pas la seule à avoir remarqué ça, et ça se trouve peut-être que du coup, tu as plus de place pour le remarquer aujourd'hui, mais il y a plein de gens qui sont des gens qui vont payer le plus cher chez toi, qui n'ont jamais liké un post, qui n'ont jamais discuté avec toi au MP, et puis un jour, ils te disent... j'ai vu ton offre, comment il faut faire pour travailler ensemble, ou j'ai envie de travailler avec toi, et tu leur as jamais parlé, et puis en fait ça fait 12 mois qu'ils te suivent un peu de loin, ils se sont jamais manifestés, et ils vont dépenser 10 000 balles chez toi. Et tu comprends aussi qu'il se joue d'autres choses, et que t'as pas besoin d'être dans cette constante relation qui peut paraître être un peu du j'ai le mot qui me vient en anglais, mais harassment, mais un peu de
Le mot te vient ou pas, mais de... Non, j'ai pas le mot harassment en anglais. Je sais pas ce que ça veut dire. Tu vois, c'est non, mais d'être un peu pushy, tu vois, genre Ouais, toujours pushy, le harcèlement, voilà, harcèlement. Harcèlement, ok. C'est un peu limite la relation où t'es là, tu vas acheter, t'es là dans mon inbox, t'as lu mes messages, t'as ouvert mon email, t'as vu mon like, t'as répondu à mon message, et tu vois, c'est cette attitude de moi, je trouve ça très oppressant, et en fait tu te rends compte qu'il y a plein de gens, et en fait plus les gens sont prêts à dépenser beaucoup d'argent, plus ils sont hyper maîtres de leurs décisions d'achat, et en réalité plus avec ce genre de stratégie tu vas les repousser, quoi. Et alors ça dépend à qui tu t'adresses et tout, mais c'est vrai que voilà, moi plus je me suis mis à positionner mes offres premium, et plus je me suis rendu compte que c'était parfaitement inutile d'avoir ce type de stratégie. Il y a des gens qui sont indécis, certes, mais globalement les gens savent à peu près ce qu'ils veulent, et surtout personne n'a envie d'être closé, en fait. On a envie d'acheter dans la joie et l'enthousiasme. Ouais, après, je pense que ça peut être fait de manière élégante, tu vois. Je comprends tout ce que tu dis et je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Je crois vraiment, par contre, il y a des manières de le faire de manière élégante, tu vois. C'est comme tout, ça peut être cool, dans le sens où si le gars, il est comme un conseiller, mais vraiment, tu vois, il a cette posture de conseiller, il a vraiment envie de servir, bah, c'est une valeur ajoutée à ton business. Je ne vais pas rentrer dans la manière de le faire, tu vois, forcément, mais il y a vraiment des manières de le faire où je me dis, non, mais ça, on va continuer à le faire et je suis content qu'on continue à le faire. La moindre personne qui like? Ou juste les personnes qui t'envoient un message? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais par contre, tu vois... Effectivement, la personne qui like. Ouais, tu vois, par contre, effectivement, essayer d'entrer en relation avec la personne qui t'envoie un message. Je te donne un exemple. C'est OK. Je te donne un exemple. T'as vu mon message ce matin dans le groupe sur mettre à disposition des ressources pendant les 6 semaines? Oui. Ok. Bah, ça, c'est une manière élégante de le faire. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas engager des conversations avec toutes les personnes qui sont dans ce groupe et constamment engager la conversation, sinon j'ai plus de ressources, tu vois, dans ma vie. Et donc, nous, notre manière de faire, c'est pas on va te demander est-ce que tu veux acheter, tu vois, mais on va être constamment notre stratégie, c'est de se positionner constamment comme ton meilleur conseiller. En fait, on veut que tu penses à nous comme ton meilleur conseiller. Et du coup, le moment où tu as envie d'acheter chez nous, tu vas acheter quelque chose. Sauf que moi, je peux le faire sur une échelle spéciale. Tu vois, je peux le faire avec peut-être 20 personnes. Au-delà de 20 personnes, je peux pas le faire. Là, on a 27 personnes dans ce groupe. On a 27 000 personnes sur Instagram. On a 6 000 personnes sur notre groupe Facebook. Donc, je peux pas être le meilleur conseiller de ces personnes-là. Et c'est là pour moi qu'une équipe justement de 7 heures, ça peut être fait de manière très élégante comme ça, sur lequel on va chercher auprès de du plus de personnes possible d'être leur meilleur conseiller. Et on a besoin d'équipe pour ça. Voilà. Non, mais ça, je suis totalement d'accord. C'est vraiment le truc de on t'a rien demandé et tu voilà, tu te retrouves dans mon inbox. C'est moi personnellement, tu vois, c'est une pratique que je trouve oppressante, mais je sais que ça fait partie, voilà, des choses qu'on peut retrouver dans les manuels, je mets des énormes guillemets, les manuels de marketing de business en ligne. Il y a quelque chose que dont je voulais discuter avec toi, c'est et c'est une ambivalence que j'ai aussi. Et je serais heureuse d'avoir ton opinion là-dessus. C'est la notion de la réussite, et on en reparlera aussi de c'est quoi la réussite, mais autour de la course, tu vois, le argent timing. Et je pense que ce qui t'a fait dans le business en ligne, en tout cas, il y a cette croyance qui est finalement assez forte, et je sais que moi je l'ai aussi, et pas facile de s'en défaire, que effectivement plus on y arrive rapidement, et en gros les chiffres finiront par parler d'eux-mêmes, et on pourra se passer de toute forme de stratégie, on pourra se passer de toute forme de je sais pas quoi, et que notre carte de visite, finalement, ça devient millionnaire en moins de 3 ans, libre financièrement à 35 ans. Ça, c'est, tu vois, ce que par exemple, je dis. Et qu'il y a une course à ce titre, tu vois, qui est en gros, j'y suis arrivée le plus rapidement possible.
indirectement. Rentier, avant 30 ans, je ne sais pas quoi, tu vois. Et ça, on le voit partout, à tel point que les gens en ont marre, qu'on a l'impression qu'on est des charlatans, qu'on est des vendeurs de rêves, alors que, tu vois, moi, c'est ma réalité. C'était ta réalité d'être millionnaire en moins de 3 ans, etc. Mais ça devient un argument marketing. Il y a quelque chose qui est... Je me questionne sur cette pratique, c'est un peu dérangeant. Quelque part, tu te dis, faut que je le mette en avant parce que c'est vrai, parce que tu vois, parce que ça fait rêver les gens et tant que c'est pas faux, je fais de mal à personne. Et en même temps, j'ai l'impression que ça nous dédouane de travailler la profondeur de l'offre et en se disant, c'est bon, maintenant que j'y suis arrivée, les gens vont tous faire la queue devant mes pages de vente pour cliquer le jour où je vais ouvrir les ventes, quoi. Ouais. Du coup, c'est quoi la question? Parce que j'ai plein de choses qui me viennent par rapport à ça. Je peux te répondre de plein d'angles. Ouais, Okay. Je sais pas trop c'est quoi la question. Non, mais est-ce que tu vois, est-ce que t'as un avis là-dessus du fait de faire de ta propre ta propre réussite un argumentaire de vente et à quel point à un moment donné on bascule pas dans quelque chose de qui te dessert? Ouais, je peux te partager mon expérience puisque pour moi la question qu'on aborde c'est une question profonde et sociétale parce que depuis petit, pour la plupart d'entre nous, on a été élevé dans une culture de compétition où je sais pas si toi tu as eu ça, mais moi je me souviens petit avoir été élevé dans cette culture avec à l'école où à l'école c'était assez facile pour moi, du coup je faisais assez peu d'efforts et j'avais 17 ou 18, sauf que du coup comme je faisais peu d'efforts, j'étais peut-être troisième de la classe. Et je me souviens avoir eu ma mère qui me disait mais si tu faisais d'efforts tu pourrais être premier, tu vois. Mais en fait je m'en fous maintenant d'être premier. Sauf que par rapport à ça, tu te construis autour de pour être aimé, je dois être meilleur que les autres. Et la majorité de notre société fonctionne sur ce paradigme-là, tu vois, pour avoir de la valeur, il faut que je sois le meilleur. Et on se construit autour de ça. Notre paradigme est autour de ça. Et du coup, qu'est-ce que ça engendre derrière? Une recherche de statut. Que pour avoir de la valeur en tant qu'être humain, il faut avoir le meilleur statut. Dans le business en ligne, le statut, tu le mesures avec l'argent et le temps qu'il t'a fallu pour cet argent. Très bien. Et ça m'a énormément desservi. Je pense que tu as toutes les pratiques dont tu parles, avec lesquelles tu n'es pas forcément OK, que j'avais dans les 3 dernières années, ce que je comprends vraiment, que tu ne sois pas OK avec ça. En fait, toutes ces pratiques, pourquoi elles ont eu lieu à un moment donné? Parce que profondément dans mon inconscient, il y avait, pour être aimé et avoir de la valeur, il faut que je sois le meilleur. Comment je suis le meilleur? Si lui, il est capable d'être millionnaire à 30 ans, il faut que je sois capable de l'être à 27 ans, tu vois. Et cette espèce de truc complètement inconscient, mais qui dirigeait ma vie de ouf et qui me faisait ne plus remettre en question ces pratiques que tu peux décrire, tu vois. Et pour moi, c'est un truc, toute la société est basée là-dessus. En tout cas, une grosse partie de la société est basée là-dessus. Et j'étais fier une fois arrivé là-dessus, tu vois. Le jour où j'ai pu mettre millionnaire à 27 ans, multimillionnaire à 27 ans, j'étais fier. Jusqu'à il y a encore 3 mois, 2 mois peut-être, c'était ma description Instagram, tu vois. Jusqu'à ce qu'il y ait une coach, et je la remercie, qui me pose la question, qui me dise Julien, en fait, je te demande juste de méditer sur une question, c'est t'es qui si t'es pas millionnaire? Et là, je savais pas répondre à cette question. Je m'étais tellement identifié à ce statut que je savais pas répondre. Et là, je me suis dit, waouh, mon identification à ce statut et à quel point je me suis j'ai construit ma valeur. J'ai pas résolu du tout mon problème de est-ce que j'ai de la valeur. J'ai juste mis un espèce de voile dessus qui est je suis millionnaire, donc maintenant j'ai de la valeur, tu vois. Et à partir de ce moment-là, j'ai enlevé ça parce que je me suis dit, je pense que ça vend mieux. Ok, je convertirais mieux sur Instagram si je gardais ce statut-là, ce multimillionnaire à 27 ans. Sauf que ça continuerait à entretenir ce paradigme chez moi, qui est que je n'ai de la valeur qu'à travers mes accomplissements, ce qui n'est pas ce que je veux. Ça me parle. Ça me parle très fort. Quand je partageais un peu de mon histoire personnelle, mais et très intime, dans mes premiers mois de grossesse, quand je me suis retrouvée complètement clouée au lit, au canapé, parce que c'était
les mots les mots de grossesse étaient trop handicapants, j'avais ce sentiment de perte d'identité. Et je me suis posé cette question. Honnêtement, je pense avec le recul, et je suis encore dans ma grossesse, mais que je l'ai un petit peu esquivé, pour être tout à fait honnête, et que je suis pas allée totalement au fond de la question. Mais oui, cette question de qui je suis sans ce que j'ai construit. C'était plus ça pour moi, qui je suis sans ce que j'ai construit à travers Richissime, à travers mes investissements immobiliers, à travers mon savoir, à travers le podcast. Donc, qui suis-je quand je suis réduite à être sur mon canapé, regarder la télé, quoi. Et malheureusement, la réponse que j'avais n'était pas très, très valorisante. Qui suis-je dans ces moments-là? C'était pas, j'étais pas la plus tendre avec moi-même. Et une merde, quoi. Si tu fais rien, t'es une merde. C'est un peu notre construction sociale. Non, mais c'est vrai. Tu vois. Encore plus pour nous. Dire, on le porte encore tous, plus cet pour nous, inconscient, Julien, parce cet inconscient qu'on est collectif. entrepreneur, on a construit notre identité sur le fait de travailler, de travailler parfois 7 jours sur 7, quand on a un moment de libre, on a toujours un bouquin à la main, ou on est en train de regarder une conférence, et il y a peu ou pas de place pour les loisirs, l'amusement, ce qui est notre sujet encore une fois. Parce que chaque minute, chaque moment de notre vie est consacré à s'améliorer, à améliorer son business, à produire des idées, etc. Et donc c'est très perturbant en fait de se retrouver dans ces situations où qui on est en dehors de ça, qui on est quand on va juste nager à la piscine, qui on est dans un environnement où personne ne nous connaît, où personne ne peut dire c'est le multimillionnaire à 27 ans, c'est la meuf qui est libre financièrement à 35 ans, et parce que c'est notre petite fierté personnelle. Et en vrai, et je te rejoins quand tu disais que tu étais fière de toi. Moi, je suis fière de ce que j'ai construit. Et donc, c'est encore plus difficile, je trouve, de créer cette désidentification et de se retrouver et de savoir qui l'on est en dehors de ces motifs de fierté. Je veux juste, je pense, apporter un point qui me semble important pour moi à partager, c'est je pense que je me suis mal exprimé plus tôt dans le podcast sur le mot fierté. Parce que ce que j'ai pu observer, c'est que cet argent que j'ai construit et tout ce qui allait avec, effectivement, c'était une forme de fierté et c'était une forme d'être mieux que les autres, mais j'avais ce besoin d'être fier de moi que pour couvrir toute la honte de qui j'étais sans ça. Et le travail que j'ai fait justement, c'est de réintégrer ces deux parts ensemble pour cesser de mettre des étiquettes de ça c'est bien, ça c'est mal, ça j'en suis fier, ça j'en ai honte. Parce que ce que j'avais pu remarquer, c'était que j'avais rien résolu de la honte de qui j'étais. J'avais rien résolu de l'insécurité que j'avais en société. Parce que ce que je voyais, c'est que quand j'arrivais quelque part et qu'on ne savait pas qui j'étais, entre guillemets, le personnage que j'étais sur Internet, j'étais toujours aussi insécure en société. Ma Rolex, que je sache que les gens m'aient vu sur Internet, me donnait un voile de sécurité. Mais j'avais toujours cette même insécurité dès que j'avais plus tous ces trucs. Et tu l'as travaillé comment, ce sujet-là? Alors, ça va paraître vague, je vais essayer de pas paraître trop vague, mais il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est revenir sur les moments de ma vie où j'avais le plus honte. Par exemple, le moment de ma vie où j'avais le plus honte, c'est entre mes 16 et mes 23 ans, où après le tennis, j'ai eu une forme de dépression, tu vois, de qui je suis si je suis plus performant, qui était le même truc, il m'a fallu... bref. Et en fait, à ce moment-là, j'ai perdu 20 kilos, j'étais devenu anorexique, mais je fais 1m80, tu vois, j'étais tombé à 55 kilos, et derrière, tu compenses avec de la boulimie plus tard. Et pendant 3 ans, je me faisais vomir peut-être 5 à 15 fois par jour, tu vois, avec... et à travers un sentiment d'impuissance et de non-contrôle de toi terrible, tu vois. Et ça, c'était une part dont j'avais terriblement honte, parce que déjà, c'est quelque chose dont tu dois avoir terriblement honte, et encore plus si tu es un homme, tu vois. L'anorexie et la boulimie, c'est un peu un truc de mec. C'est un truc de femme, plutôt. De nana. Ouais, déjà, les nanas, elles en ont un peu honte. Et si tu es un mec et que tu as ça, là, t'en parles pas. Et du coup, je suis revenu sur cette période, et
j'ai pris les moments dont j'avais le plus honte, tu vois, et je me suis demandé, dans ces moments-là, c'était quoi le bénéfice pour moi? Jusqu'à ce que je vois que toute cette part de ma vie, c'était ce qui avait éveillé en moi ce qui a le plus de valeur aujourd'hui pour moi, qui est les connaissances sur l'être humain, sur la conscience, sur la psychologie. J'aurais jamais été découvrir tout ça sans cette souffrance, tu vois, et sans cette impuissance vis-à-vis de moi. Et que je comprenne, waouh, ce truc-là, en fait, ça faisait exactement partie de ma vie. C'était nécessaire. Et c'est le truc qui m'a le plus apporté aujourd'hui avec le recul. Et quand tu commences à voir l'autre part que tu voyais pas, eh ben, tu as un sentiment de gratitude pour cet événement. Et du coup, la honte est dissoute, puisque la honte, c'est la perception qu'à un moment donné, tu as créé plus de mal que de bien pour toi. Et en voyant justement tout le bien que tu as créé dans cette période-là, la honte se dissout. Et donc, en faisant vraiment ce travail, déjà, ça m'a aidé et j'ai pris moment par moment où j'ai eu honte dans ma vie, où j'ai pu prendre des moments où j'avais 13 ans, où j'avais 14 ans, tu vois, dans le sport, où j'avais perdu un match. J'ai pris moment par moment. Je me suis demandé, OK, en quoi ça t'a servi ce moment, jusqu'à temps de dissoudre tous les moments de honte que je pouvais avoir à ma conscience. C'est pas un travail qui prend une après-midi, hein, ça se fait sur des mois, tu vois, mais ça m'a clairement transformé au fil des mois. Est-ce que cette démarche qu'est la tienne, qui consiste à chercher les bénéfices, même dans les situations qui semblent les plus horribles, les plus difficiles, est-ce que, tu vois, j'imagine, enfin j'imagine pas, en vrai je le sais, on a tous beaucoup plus de facilité de le faire avec beaucoup de recul. Tu vois, je pense à des situations même de deuil autour de soi. Enfin, est-ce que là, je vais en plus m'adresser encore plus au coach, tu vois, mais est-ce que tu as trouvé des moyens d'y arriver, tu vois, de raccourcir le temps entre le moment où ces fameux trucs pourris nous arrivent et le moment où on arrive à en voir des bénéfices ou des potentiels bénéfices qui nous permettent de nous dire, bon, bah voilà, vas-y, avance, continue. Je vois un truc se dessiner, t'as l'impression que c'est que tout noir et en fait non, ça l'est peut-être pas, ça va s'éclaircir, tu comprendras plus tard, mais accroche-toi au fait qu'il y en a un, quoi. Ouais. Je pense que déjà, on est toujours la moins bien placée quand on est toujours la moins bien placée dans ces moments-là pour aller voir ses bénéfices. Pourquoi? Parce que ne pas être polarisé sur une situation, c'est une réaction de notre cerveau limbique qui n'a pas pour mission de trouver les bénéfices, mais qui a pour mission de, au contraire, fight or flight le plus vite possible et de la manière la plus extrême possible, puisqu'il a appris ça dans des réactions de survie. Donc, c'est pour ça qu'en général, c'est difficile de le faire pour nous-mêmes parce que c'est notre cerveau limbique qui est aux commandes, alors que celui qui est capable d'aller voir le parfait équilibre dans chaque situation, c'est notre néocortex. Donc, moi, ce que je peux conseiller aux gens et ce que j'ai moi-même fait, tu vois, c'est d'être accompagné sur des situations compliquées, d'être accompagné par des coachs. Ce que j'ai fait, je suis le meilleur investisseur du monde dans le coaching. J'ai pas eu une semaine depuis 3 ans sans avoir fait une séance de coaching sur moi, tu vois, en tant que client. Je m'arrête juste parce que j'aurais juste fait remarquer à tous les auditeurs que ce sont les coachs qui dépensent le plus en coaching. Ouais, bien sûr. C'est mon cas. J'ai interviewé David Laroche, épisode qui a été diffusé en décembre. C'était son cas. Franck Roca, c'était pareil. Bref, on est des bons clients pour les coachs. Parce que tu fais ce métier, parce que tu y crois en fait. Mais totalement. Donc, oui. Donc, clairement, je suis un super bon client. Donc, et avoir vécu suffisamment d'expérience transcendantale, puisque pour moi, tu as 2 niveaux dans la recherche de bénéfices. Tu as la recherche de bénéfices qui va être de l'ordre, allez, pense positif, tu vois, où tu vas essayer d'en trouver en te disant, mais ça reste mental, tu vois. Dans ton corps, tu le vis pas. Dans ton corps, tu espérerais toujours que ça se passe autrement. Et si tu vas vraiment au bout de l'exercice si tu vas vraiment au bout du processus. Quand je dis le processus, moi, j'ai beaucoup été influencé par... c'est pas un coach, c'est plutôt un chercheur qui s'appelle John Demartini. J'ai été introduit par John Demartini, justement, par David Laroche. Et ensuite, j'ai fait 45 jours de séminaire avec lui et les séminaires en 2 ans. Donc, t'imagines, 45 jours, c'est 8h à 23h. J'ai été énormément influencé. Il a une méthode qu'il appelle de Demartini méthode, qui est un processus de questions spécifiques, qui fait que si tu vas vraiment au bout du process,
tu as une expérience transcendantale, justement, autour des bénéfices, et c'est là où tu vois la différence. C'est si tu vas suffisamment au bout du process, il y a un moment donné où tu as réellement la sensation dans ton corps, tu as des larmes de gratitude automatiquement qui se mettent à couler, et tu vois la différence entre le moment où tu te le racontes intellectuellement et le moment où tu as réellement transcendé le moment. Donc, c'est pour moi ça la différence. Et la plupart du temps, plus tu as vécu d'expériences transcendantales, plus tu sais que tu n'es pas en train de te convaincre, c'est juste que tu ne vois pas encore l'autre côté de la pièce. Donc, comment faire justement pour aller chercher le truc? Je dirais, peut-être se faire accompagner sur des moments vraiment difficiles, vivre l'expérience, et une fois que tu as vécu l'expérience, c'est quelque chose que tu ne peux pas oublier. Est-ce que tu dirais que tu n'étais pas heureux? On va repartir sur ce début d'année, tu vois. Janvier de cette année, 2022. Au moment où l'épisode est diffusé, on est en 2023, donc janvier 2022. Est-ce que tu dirais que tu n'étais pas heureux? Est-ce que tu le décrirais comme ça? Non. Parce que, non. Je dirais que j'étais éteint à un certain degré, mais pas malheureux. Tu vois? Je pense que tu vois, c'est une illusion de dire que je suis heureux aujourd'hui. Ça dépend le moment de la journée que je regarde. Il y a des moments de ma journée où ça va, et il y a des moments où j'apprends une nouvelle, je suis malheureux pendant l'espace de quelques temps. Et je pense que si on regarde chacun des aspects de chacune des périodes de notre vie, si on veut, on peut trouver dans cette période de vie des moments où on a été heureux et d'autres où on a été malheureux. Et je pense qu'il y a une conservation du bonheur et du malheur au fil de notre vie. Il y a une conservation du confort et de l'inconfort, de l'agréable et du désagréable. Je pense par contre qu'on peut poursuivre des challenges et des problèmes qui nous inspirent plus que d'autres. Et je pense du coup que je me sens plus vivant en tout cas. Je me sentais plus éteint. Voilà ce que je dirais. Je trouve que dans ton discours, celui qu'on a là, mais aussi celui que j'ai pu entendre de toi dans d'autres podcasts, celui que j'ai lu, il y a cette question qui revient et qui... C'est cette relation entre... Enfin, après quoi tu courais dans cette phase où tu accumulais l'argent et est-ce que tu pensais... et pour moi, c'est pas naïf, hein, honnêtement, j'ai l'impression qu'on le pense tous à un moment donné de notre vie, que l'argent te rendrait plus heureux ou éliminerait vachement plus de problèmes. Et tu vois, moi, mon constat sur ce sujet, c'est difficile à dire à quelqu'un qui n'a pas ou pas beaucoup d'argent. En fait, t'es pas plus heureux avec de l'argent, et qu'il faut vraiment le vivre pour se rendre compte que quand on a beaucoup d'argent, c'est loin de résoudre tous les problèmes et c'est loin de résoudre tous nos problèmes, quoi. Ah, je pensais pas. Non, je pensais pas. J'étais sûr. J'étais sûr que l'argent allait résoudre tous nos problèmes. Le truc, c'est que, en fait, sur l'argent, tu peux y mettre beaucoup de projections. Ce que je peux observer de ma vie, c'est que j'étais insécure, je me reconnaissais pas, j'avais la perception de pas avoir de valeur, et j'avais projeté que l'argent allait résoudre tous mes problèmes. Ce qui est vrai, ça a résolu mes problèmes de sécurité extérieure, mes problèmes de reconnaissance extérieure et mes problèmes de valeur extérieure. Sauf qu'une fois que tu as résolu tous ces problèmes et que tu te sens toujours pas bien, tu es obligé d'aller voir l'intérieur. Alors que jusqu'à avant, tu peux continuer à maintenir l'illusion que c'est l'argent. Donc, je pense que les problèmes résolvent les problèmes d'argent. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et je dis souvent aussi que si j'ai le choix entre être pauvre et malheureux ou riche et malheureux, je préfère être riche et malheureux, tu vois. Parce qu'au moins, l'argent peut... c'est marrant, c'est pas la position de tout le monde, tu vois. Ah ouais, ok. Ça dépend ce que tu mets derrière pauvre. Ouais. Mais il y a des gens qui vont dire non, je préfère en fait heureux, quoi. Enfin, après tout, si t'es heureux, tu t'en fous d'être pauvre si t'es heureux. Non. Entre être pauvre et malheureux et riche et malheureux. Ah oui, tout à fait, oui. Tu vois? Donc entre être pauvre et malheureux et riche et malheureux. Tous d'accord. Oui. Donc, l'argent fait pas le bonheur, mais si je suis pas heureux, je préfère quand même avoir de l'argent. Avoir plein de thunes. Voilà. Ouais, on est d'accord. Parce que ça te permet d'acheter des plaisirs illusoires qui te font oublier pendant quelques instants, quelques moments que tu es pas heureux. Donc,
l'argent résout les problèmes d'argent et je pense que ça, c'est important. Maintenant, il y a aussi des strates dans le sens où moi, j'aime les modèles qui tiennent le temps. C'est-à-dire, pour moi, un modèle dont les gens parlent encore, qui a été créé en 1800, il est sûrement plus valable que le modèle qui tient depuis 1 an. Tu vois, s'il a pu tenir le test du temps, c'est qu'il y a du sens dans ce modèle. Et par exemple, Maslow, tu vois, qui est un modèle quand même qui existe depuis un moment, je trouve ça très intéressant. Et on peut dire ce que tu veux, quand ton besoin de sécurité n'est pas nourri, de sécurité matérielle, de qu'est-ce que je vais manger ce soir, bah, la question, c'est pas est-ce que je suis heureux, c'est comment je mange ce soir. Donc, forcément, la valeur numéro 1, c'est l'argent à ce moment-là, et je le comprends. Et je pense qu'effectivement, tu vois, à travers mes poches, je peux aujourd'hui souvent remettre en question que l'argent fait le bonheur ou les projections qu'on a autour de l'argent dans mes messages sur Instagram ou sur le podcast. Et j'ai eu un commentaire récemment qui me disait non mais Julien, c'est facile pour toi de discuter de ça aujourd'hui avec l'argent que tu as. Et cette personne a complètement raison. Mais sauf que je peux parler que de là où je suis, tu vois. Et faut pas non plus être complaisant non plus. Les gens qui ne mangent pas à leur faim en France, c'est heureusement pas la majorité. Et du coup, il y a aussi les gens qui sont dans une situation qui leur convient pas, mais qui est loin d'être dangereuse, ou qui sont ni à la rue, ni ne connaissent pas la faim non plus. Et pour qui c'est une façon de se dédouaner de faire quoi que ce soit. Il y a plein de cas différents, mais cette personne-là, tu l'avais pas en coaching, donc c'était pas le lieu, l'état de lui dire mais tu gagnes combien et voilà. Mais c'est vrai que il y a ça aussi, tu vois. Il y a aussi les gens qui se disent c'est facile pour toi, t'as de l'argent, et qui disent pas ben en fait il y a eu un moment mec ou meuf où je gagnais la même chose que toi et j'ai eu les mêmes projections que toi, et en fait je te le dis, quand on y est, c'est mieux, mais ça résout pas tous les problèmes. J'avais envie qu'on parle un peu de business en ligne, puisque c'est ton expertise. Ça fait quand même quelques années déjà maintenant que c'est un Eldorado d'avoir son business en ligne. C'est pas nouveau, hein, c'est pas la tendance 2022 et encore moins la tendance 2023. Et quel est ton discours sur le fait que ce soit accessible à tous ou non, facile de monter un business en ligne moi, de là où je suis, j'ai l'impression qu'il y a une certaine facilité. Et j'entends beaucoup, tu as des coachs qui accompagnent des gens pour qui ça marche déjà. On a tous un petit peu ce même discours, c'est facile de faire 10, 20, 30 par mois sans utiliser de pub ou sans faire des choses trop élaborées. Et en même temps, c'est un discours qui est hyper culpabilisant, parce qu'en vrai, la grande majorité des gens ne réussissent pas dans le business en ligne. Et je suis curieuse d'avoir ton avis là-dessus, tu vois, un moment où tout le monde a envie de se sortir de son salariat quand on le considère comme tout pourri, et a envie de se construire un truc où bah, le rêve du business en ligne, c'est je travaille pas beaucoup et je gagne beaucoup, merci Tim Ferriss et puis d'autres. Et je pense que c'est aller à un point où effectivement on a ce truc de c'est facile, on gagne beaucoup, on fait rien, bah c'est formidable, tu vois. Ouais, bah effectivement. Je serais curieuse d'avoir ton avis là-dessus. Effectivement, je suis pas du tout d'accord avec ça dans l'idée. Je suis pas du tout d'accord, et tu vois la plupart des gens qui réussissent, même s'ils peuvent y passer 10-20 heures par semaine, en réalité, ils y passent encore 40 heures. Moi, le premier, tu vois. Et t'as mentionné un truc très, très intéressant, tu vois, qui est quitter son salariat tout pourri. Je pense que pour moi, il y a une vraie corrélation entre quelle est l'intention avec laquelle tu quittes ton salariat et tes futurs résultats business. Si tu quittes ton salariat en mode fuite, en mode ça me gave ce truc, je veux plus en entendre parler, il y a ce truc facile, ta probabilité de réussir, elle est assez faible. Ta probabilité de réussir, elle augmente si tu as vu le business en ligne et tu te dis putain, j'ai vraiment envie de faire ça, j'ai vraiment envie de parler de ce sujet, et que oui, tu veux gagner de l'argent, très bien, je m'en fous, mais que le process t'inspire également, tu vois. Le process par exemple, si ta stratégie c'est le podcast, si le process d'enregistrer le podcast te plaît, si le process d'écrire une page de vente te plaît, il y a une vraie corrélation pour moi entre le niveau de plaisir que tu prends et les résultats que tu as.
Parce que la réalité, c'est que je ne sais pas si c'est facile ou pas, mais tu prends n'importe quel entrepreneur qui a du succès. Aujourd'hui, le webinaire sur lequel tu vois qu'il a fait 1 million en 2 heures, il a sûrement passé 100 heures à étudier comment on fait un bon webinaire, même plus. Et il a passé, et il en a fait 25 avant qui n'ont pas marché. Donc, si tu es parti avec cette illusion que ça allait être facile, en fait, au bout de 2, tu as arrêté. Et voilà, donc voilà ce que je dirais, c'est que c'est pas plus facile. La seule différence, c'est que ceux qui ont réussi, pour continuer à marcher, ils ont besoin de convaincre des gens qui n'ont pas réussi. Pour convaincre des gens qui n'ont pas réussi, ils ont besoin de dire que c'est facile parce que ces gens-là veulent que ce soit facile. Et voilà comment la boucle s'entretient. Le message, c'est facile de réussir. Ah. Ça marche encore alors ce truc de c'est facile. Hein. C'est facile de faire de l'argent, c'est facile de créer un business en ligne. C'est dingue quand même. Mais tu sais, en plus, quand ton message c'est facile de créer un business en ligne, tu attires les personnes avec qui ça va être le plus dur de réussir. Parce que dans plus quelque chose est bas dans notre système de priorité intrinsèque, dans ce qui nous nourrit vraiment, plus on veut du facile sans effort. Plus quelque chose est haut dans notre système de priorité, plus on est OK d'avoir douleur et plaisir au même degré. Tu vois ? Et donc, t'as raison, facile, douleur et plaisir au même degré. Oui. Très important. Au même degré ? Bah oui. Tu regardes être enceinte, tu vois, t'en as envie. Avoir un enfant, t'en as envie. Merci. Mais c'est douleur et plaisir au même degré, tu vois. Non, mais même, tu vois, le fait de travailler le week-end, tu vois, rien que ça. Mais bien sûr. C'est douleur et plaisir au même degré. C'est hyper gratifiant de faire avancer son truc, de travailler sur quelque chose qui a du sens, de voir que, voilà, même si c'est travailler sur de la compta et dire, ah ben ça c'est fait, tu vois. C'est clean, c'est carré et je l'ai fait. Et en même temps, est-ce que toi aussi, en tant qu'être humain, t'aurais pas préféré aller te faire un petit cinéma, te promener ou prendre tout le week-end entier pour aller voir tes amis ? Bah, en même temps, oui, tu vois. Donc, moi, non. Oh, merde. Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui ? Bah, aujourd'hui, tu préfères... Enfin, tu vois, c'est toujours gratifiant de travailler le week-end ? Plus du tout. Ouais. Ouais, voilà. Mais genre, même aller te promener avec tes beaux-enfants et ta meuf. Attends, on se comprend plus. On se comprend plus. Non, par exemple, ma chérie, tu vois, elle me dit avant-hier, elle me dit samedi, je vais sûrement aller manger chez mon père. Tu veux venir avec nous ? Et je dis bah c'est vraiment important pour toi parce que je peux pas, j'ai des rendez-vous, mais je peux en déplacer un si tu veux. Et elle m'a dit non, on travaille pas le week-end. Je dis mais comment ça, on travaille pas le week-end ? C'est ce que j'aime le plus faire. Pourquoi je vais arrêter de travailler sous prétexte que c'est le week-end ? Ok. Je comprends. En même temps, dans la vie, voilà, c'est important les relations. Bref, on va pas rentrer dans ce débat. C'est important d'aller voir ses beaux-parents quand même. On peut, hein. Non, c'est difficile. Non, là où tu vois, ça c'est marrant. Non, j'aime beaucoup mon beau-père. Autre sujet, c'est, je suis d'accord que moi, je sais pas toi, mais moi, je l'ai depuis longtemps, mais ça s'accentue. Je développe une intolérance pour ce qui me procure un plaisir tout à fait modéré, quoi. C'est-à-dire que vraiment, j'ai tendance à rejeter. Je sais que je vais prendre du plaisir à bosser et je vois pas éventuellement les bénéfices que ça peut avoir à long terme, de prendre du temps pour faire autre chose, de nourrir d'autres relations qui sont à un stade, tu vois, embryonnaire, mais qui pourront être hyper importantes dans ma vie plus tard. Et je vais souvent faire ce sacrifice parce que je sais même pas si c'est un sacrifice pour moi. Mais c'est pas un sacrifice. Parce que je sais que pas un sacrifice. Bah, au moment où je le fais, non. Tu vois, seulement, par exemple, l'exemple que je viens de te donner, c'est travailler et donc, c'est du temps en moins pour nourrir des relations sociales, amicales, etc. Sur le long terme, je me rends compte qu'il y a des choix que j'ai faits, effectivement, qui j'en paye un petit peu les conséquences aujourd'hui. Et un de mes souhaits, c'est de rééquilibrer la balance. Mais sur le moment, je suis drivée par mon truc, je suis drivée par la passion et donc du coup oui effectivement je vais consacrer un week-end à mes projets, quoi.
Ouais, tu vois, et c'est intéressant que tu réutilises le j'en paye les conséquences aujourd'hui. Oui, parce que toute décision crée plaisir et douleur au même degré. J'adore. Je garde. Je garde, on adopte. Je relis rapidement mes questions. Ouais, t'as partagé un truc dans les... Non, je vais revenir sur les business en ligne. Parce que toi, ta façon de... Enfin, t'as construit en tout cas tes business sur la publicité, principalement. Donc, tes ventes reposent sur un système qui est relativement automatisé, où effectivement, mais en fait, l'idée, c'est que tu fais de la publicité pour amener les gens vers... on va ultra simplifier, vers ton produit. Et que il faut que tu trouves la combinaison parfaite qui fait que quand tu investis 1 euro, tu récupères au moins 3 si c'est pas plus. Voilà. Et en fait, tout est dans le trouver la combinaison parfaite. C'est là où ça peut prendre du temps, etc. pour trouver le bon message, la bonne pub, le bon tuyau, en fait, qui va t'amener à maximiser tes ventes. Et après, l'idée, c'est de dire, bon, bah, une fois que tu as trouvé, ah bah là, c'est jackpot. T'as plus qu'à appuyer sur le bouton et là, on est vraiment dans un truc où il y a même plus de science dans le fait d'avoir fait de l'argent. C'est tu remets de l'argent en pub, t'as plus d'argent à la sortie. Ça rentre dans un tuyau, ça sort dans un autre. Quelque part, à la fin, tu vois, si tu oublies il y a eu des heures de travail avant pour trouver le tuyau, ça laisse un peu penser qu'il y a quelque chose d'ultra automatique dans le fait de gagner de l'argent. Tu vois, qu'il suffit de payer pour gagner de l'argent. Ouais, mais c'est vrai. Ah, c'est marrant, tu vois. Non, mais j'ai rien fait de te poser la question. Ouais. Mais tu sais, si tu regardes les investisseurs, ouais. Okay, mais les investisseurs qui vont investir dans du private equity, ouais. En fait, il suffit de payer. Il suffit de payer pour gagner de l'argent. Juste, il faut payer au bon endroit. Donc, soit le système, il existe déjà et tu le mets dans le système qui existe déjà. Donc, tu vas investir dans une entreprise et ton argent, tu vas en récupérer pour 1 000 euros, tu vas en récupérer 3 000. Soit si ce système, il n'existe pas et tu veux le faire sur tes produits, tu te crées sur ton propre produit. Donc, ouais, je pense qu'il suffit de payer dans le bon système. Qui existe déjà ou que tu crées. Ou que tu crées. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir soit les connaissances pour le repérer. Voilà. Soit les connaissances et connaissances, compétences pour le repérer, soit pour le créer. Ouais, c'est ça. Ok, j'adore ce mindset parce que tu vois, quand tu l'expliques, je fais, mais c'est limpide en fait. Mais en plus, je vois comment à penser comme ça t'a probablement aidé en fait. Ouais, est-ce qu'à un moment donné, toi, tu t'es dit, c'est pas compliqué. Je dis pas c'est facile de faire. L'idée, c'est pas c'est facile et rapide de faire de l'argent. Mais est-ce que tu t'es dit, quand on comprend. Et bien sûr que je crois ça aujourd'hui. C'est pas si compliqué. Ah ouais, mais ça, c'est génial. Aujourd'hui, je crois vraiment. Et c'est pas en contradiction avec ce qu'on se disait avant, tu vois, où les gens qui pensent qu'on peut faire de l'argent facilement. Ok, vas-y. Alors, ok, je comprends le paradoxe que tu me donnes là. Comme tout, tu vois, c'est facile une fois que tu maîtrises le sujet. Je veux dire, si tu te mets à faire du private equity demain dans la tech, tu connais rien à la tech, ton argent, tu vas le mettre et tu vas jamais le retrouver. Par contre, si tu es éduqué dans la tech, tu sais repérer les bonnes entreprises et tout, tu as de l'expérience, machin, ça devient facile. Par contre, il y a eu 10 ans peut-être de travail pour en arriver là, à cette expertise. Donc, il y a quand même effectivement une construction à un moment donné d'un avantage concurrentiel qui, lui, demande du travail. Une fois que tu as cet avantage concurrentiel, effectivement, ça devient facile. Mais donc, aujourd'hui, je crois effectivement que c'est facile de faire de l'argent. Et je pense que dans mon parcours, j'ai vu mon système à certains moments générer beaucoup d'argent et tout ça. Et j'ai eu des moments où j'ai eu envie d'arrêter la pub de manière totalement irrationnelle. Parce que dans ma tête, il y avait une petite voix qui me disait « ça peut pas être aussi facile, ça va s'arrêter de marcher ». Parce que j'avais été éduqué justement avec cette idée que pour faire de l'argent, il faut travailler dur. Sauf que pour faire de l'argent, je pense pas qu'il faut ça. Il faut juste un avantage concurrentiel. Donc, soit une info que les autres n'ont pas. Tu vois, c'est-à-dire une info ou des infos que les autres n'ont pas. Donc, si par exemple,
typiquement, tu sais que Apple demain va fermer, bah, tu paries à l'inverse sur Apple, tu vois, et tu as une info que les autres n'ont pas, et tu gagnes de l'argent. Ou alors un ensemble d'infos qui te donne un avantage concurrentiel sur le reste des gens et qui te permet Ou un savoir, une ou un savoir, compétence. voilà. Et une fois que tu as ce truc différenciant, meilleur, plus efficace que les autres, l'argent devient le meilleur effet de levier pour en recréer plus. Derrière, il te faut un effet de levier. Ouais, ça me... J'en perds mes mots. J'en perds mes mots. Tu sais, moi, je viens dans ces dernières années là où j'ai fait de l'entrepreneuriat, je suis partie d'un système. Moi, je viens du milieu des startups avant, où j'ai évolué dans un monde où il y a beaucoup de métriques, il y a beaucoup de chiffres, où le succès repose beaucoup sur des techniques. Et puis, je suis partie explorer aussi un monde du business totalement différent, plutôt un monde coaching, on va dire, où l'argent, alors là, on est un spectre totalement opposé, où l'argent se crée par la loi de l'attraction, la loi de la manifestation. J'ai trouvé mon Eldorado dans aucun des deux schémas et je le cherche au milieu. On va résumer ça comme ça. Et ça fait partie des discussions un peu assez passionnantes qu'on a eues tous les deux. Est-ce que à l'inverse, toi qui viendrais plutôt d'un monde de l'entrepreneuriat assez, on va dire, technique, la stratégie, la technique, etc., est-ce qu'à un moment donné, le mindset ou les préceptes de la loi de l'attraction t'ont servi dans le développement de ton business? Parce que là, tu vois, on vient, pour moi, d'avoir un exemple où tu as une croyance qui est très forte et qui est très favorable à ton business, et que quand on n'a pas, on peut potentiellement ramer plus, même avec les mêmes techniques que les tiennes. Bien sûr. Non, mais... Et du coup, je me suis demandé à quel moment tu avais conscientisé le fait que ça prenne de la place aussi dans ta réussite. Ouais, clairement. Mais, enfin, 1000%. Je pense que j'ai cette... selon l'endroit auquel tu me suis, tu perçois plus ou moins une des parts de moi. Mais j'ai deux parts de moi. Les gens m'identifient pour mon intelligence peut-être des systèmes, ma capacité à voir des systèmes, à les améliorer et mon intelligence business en ligne. Mais les gens me voient aussi pour ma compréhension globale des choses et ma sagesse dans le fonctionnement de l'humain, tu vois. Donc, si tu écoutes le podcast, par exemple, tu vas voir que cette partie-là. Si tu es sur le Six Week Challenge... Oui, parce qu'on a oublié de vous dire, mais Julien a un podcast. si tu vois si tu es dans le Six Week Challenge, tu vas peut-être plus voir la partie, en tout cas pour l'instant, la partie business en ligne, intelligence des systèmes. Mais oui, moi, je suis convaincu de ça. Et tu sais, je le vois tous les jours avec mes clients. Je te donne un exemple. Je le verrai pas autant dans loi d'attraction comme ça peut être exprimé à certains endroits, mais effectivement, on a tous, pour moi, on gagne de l'argent aujourd'hui au degré où on y voit le plus de bénéfices que d'inconvénients. Je te donne un exemple. Hier, il y a 2 jours, j'ai eu une conversation avec une cliente. Son business marche bien, elle a toutes les compétences, ça marche bien. Et je lui dis, sur quoi tu veux avancer aujourd'hui? Elle me dit, je sais pas grand-chose. On creuse un peu, elle me dit, ok, en fait, mes finances, j'ai moins de chiffre d'affaires, j'ai moins de profit que ce que je voulais. Je dis, ok, pourquoi? Elle me dit, en fait, je sais que je pourrais faire du profit, mais j'y vais pas. Et en fait, finalement, en creusant, je lui dis, ok, mais qu'est-ce qui se joue? Pourquoi est-ce que tu sais que tu pourrais faire du profit, mais tu le fais pas? Et elle me dit, je sais pas. Et je lui dis, ok, on va creuser. Et finalement, j'arrive à la question qui est, quels sont les bénéfices que tu as à te raconter que tu peux générer autant de profit, mais ne pas le faire, ne pas t'engager dans cet objectif? Et elle me dit, je sais pas. Je lui dis, où et quand est-ce que tu as perçu de la douleur à t'engager dans un objectif pleinement et à pas l'atteindre? Et là, elle se met à pleurer et elle me dit, mon mariage, en fait. Un truc qui n'avait rien à voir. Mais elle a divorcé il y a 6 mois, tu vois. Depuis, elle fait plus de bénéfices parce qu'elle a arrêté de se fixer des objectifs. Parce que pour elle, se fixer un objectif, c'est prendre le risque de tout perdre et de souffrir. Tu vois. Et là, je te donne un exemple comme ça. Mais on a tous nos croyances qui nous amènent à avoir un certain niveau d'argent. Et effectivement, je crois que notre niveau d'argent aujourd'hui est exactement le niveau qui correspond à l'ensemble des pensées et des émotions qu'on a le plus souvent.
Je pense qu'on a le niveau d'argent vis-à-vis duquel on est stable. Dès qu'on a plus d'argent que ce niveau, on va faire n'importe quoi et s'arranger pour plus en gagner et en dépenser plus qu'on en gagne pour revenir à ce niveau et inversement. On a tous aussi notre niveau bas en dessous duquel on commence à paniquer et à prioriser l'argent et faire quelque chose. Je sais qu'on en avait déjà parlé tous les deux. À mon avis, c'est un truc dont tu parles souvent, cette histoire de baromètre. Je sais que tu avais été influencé par Thierry Wecker. Je sais plus, mais j'appelle ça des référentiels. Moi, effectivement, ouais. on a tous des niveaux de tout, en fait, de ce qui est alarmant sur notre compte en banque, de ce qui est approprié pour acheter un canapé. Il y a des gens pour qui acheter un canapé à plus de 400 balles, c'est une hérésie. Et puis, il y a des gens pour qui acheter un canapé à moins de 1000 balles, ça... ouais, tu vois. Et en fait, on a des référentiels pour bien plus de choses qu'on s'imagine en termes d'argent, sur quasiment tout, tu vois. Il y a des gens qui se disent ça me viendrait pas à l'idée de dépenser 70 € dans un restaurant, et pour certaines personnes c'est même, je ne rentrerai pas dans un restaurant où on peut pas dépenser minimum 70 €, tu vois. Donc on a vraiment des références sur tout. Voilà. Non, mais oh là là. Et non, mais tu me disais, c'est quelque chose qu'effectivement, il faut. Effectivement, il y a quelque chose de très inconscient autour de l'argent et la plupart du temps, c'est pas une question de stratégie. Et j'aime souvent poser cette question à mes clients. C'est, est-ce que si demain, si la vie de tes enfants dépendait demain du fait que tu sois capable de générer 100 000 € dans les 20 prochains jours, est-ce que tu y arriverais? Et la plupart du temps, la réponse est oui, en fait. Selon d'où tu pars, bien sûr, tu vois. On a tous un référentiel. Si tu me dis que tu dois générer 2 milliards en 20 jours, la vie de tes enfants, ta vie en dépend, j'ai peur que, malgré toute l'énergie que j'ai du monde, je meurs dans 20 jours, tu vois. mais en tout cas, il y a sûrement un niveau de 2, 3, éventuellement 5 fois plus que ce qu'on est capable de générer aujourd'hui qui peut émerger d'une vraie source de motivation. Est-ce que tu as vu des comportements un peu bizarres ou des choses se produire chez les entrepreneurs que tu as accompagnés qui sont devenus riches assez rapidement? C'est quoi bizarre? Je sais que tu nous décrivais le fait que tu avais l'impression que certains entrepreneurs se mettaient à avoir des comportements un peu irrationnels justement avec leur stratégie. Genre, maintenant que je fais de l'argent, je peux me passer de tout ce qui m'a permis d'arriver jusqu'ici. Alors, ça, on le fait tous. C'est horrible, mais c'est vrai. Tu vois, Bill Gates qui dit « Success is a bad teacher ». Effectivement, quand tu commences à avoir du succès, tu oublies ce qui t'a amené là et tu oublies de faire les bases. Ça, c'est un truc que tu dis souvent. Je t'ai souvent entendu dire « Success is a bad teacher ». Ouais, mais parce que je l'ai vécu, tu vois. J'ai pris la leçon 1000 fois dans ma vie, tu vois, pour me dire c'est important. Tu sais, je pense que la plupart des choses qu'on enseigne, on les enseigne pour se les rappeler à soi avant tout. Donc ouais, c'est quelque chose d'important pour moi, puisque je vois que plein de fois, je suis arrivé à un certain niveau et j'arrête de faire ce qui m'a amené à ce certain niveau et je m'étonne de redescendre, tu vois. Du coup, est-ce que j'ai vu des comportements irrationnels chez les entrepreneurs quand ils commencent à gagner beaucoup d'argent? En fait, j'ai juste vu des comportements qui amplifiaient qui ils étaient. Et donc, ça peut paraître irrationnel à certains moments, mais je peux te donner un exemple d'un entrepreneur que j'ai en tête, avec qui on a commencé à travailler et gagner 10 000 € par mois, mais tu étais déjà celui, tu vois, qui avait besoin de prendre la parole, il avait besoin de prendre la parole, il avait besoin qu'on le voie, il avait besoin qu'on l'entende, ça débordait, tu vois. Dès que tu posais une question au groupe, qu'est-ce que vous en pensez? Il fallait qu'il prenne la parole 5 minutes pour dire, en fait, moi, mais on te demande la question sur la vie, sur la question, en fait, pas sur toi, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie. Et tu vois, il y avait ce besoin, mais débordant de je veux qu'on me voie. Et donc, effectivement, quand il est arrivé à 70 000 € par mois, la première chose qu'il a acheté, c'est acheter une Porsche, tu vois. En sortant toute sa trésorerie pour aller acheter sa Porsche. Est-ce que c'est irrationnel? Sous une forme, oui, mais je pense que ça amplifiait juste qui il était déjà, tu vois. Donc, c'est ce que je pourrais dire avec l'argent. L'argent, pour moi, amplifie juste qui tu es, quoi. Tu fais une très belle transition, parce que j'avais 2-3 questions à te poser avant qu'on termine cet épisode, mais sur qu'est-ce que toi, t'as fait de ta thune? T'en as gagné beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que t'en as fait? Ça a amplifié qui j'étais. Donc, j'avais une partie... On a hâte de savoir. J'ai 2 parties de moi. J'ai une partie qui est très minimaliste et qui a besoin de rien, donc qui s'est retrouvée avec 1,5 million sur un compte en banque à
non placé nulle part, tu vois. Mhm. Donc, je sais pas quoi en faire et je vais le garder, machin. Et j'ai une autre partie de moi qui est celui qui veut essayer d'hacker le système et de gagner le plus vite possible et qui, lui, l'a mis dans les cryptos et dans des deals qui font gagner beaucoup d'argent. Je t'ai entendu parler de cette histoire et tu vas la raconter après, mais je suis intéressée de savoir cet argent que tu as investi, t'avais pris conseil, t'as été conseillé Non. ou tu t'es fait ton truc toi-même, quoi. Un peu tout. Franchement, j'ai fait de la merde avec mon argent. Avec le recul, hein. Avec le... J'ai fait ce que je pensais être le mieux à chaque moment. Voilà, j'ai fait ce que je pensais être le mieux à chaque moment. Mais maintenant, avec l'éducation que j'ai depuis, j'ai vraiment fait de la merde. Alors, raconte-nous un peu. Ouais. Tout le monde doit savoir. Alors, Non, mais c'est pas juste parce que c'est croustillant, non, mais mais c'est bien parce sûr. que honnêtement, moi, je t'ai entendu le raconter et Je sais pas ce que t'as entendu parce que j'en ai fait un paquet de merde, tu vois. Je sais pas quelle merde tu m'as entendu ok, raconter. moi, je t'ai juste entendu parler du fait, enfin, des sommes astronomiques que tu avais mis en crypto sans Ok. y connaître grand chose. Et effectivement, bah, comme beaucoup de gens en 2022, tu as vu ton argent disparaître. Raconte-nous et après, je dirai ce que je vais en dire. Ouais. Alors, les premières choses que j'ai fait, c'était des investissements avec des gens qui me promettaient des retours sur investissement astronomiques, tu vois. Donc, genre du 10% Ouais, par mois ou des trucs comme ça parce que, euh, par mois, je ouais, par précise mois, pour les hein, gens. par mois. Mm. Hein. Donc, c'est beaucoup. Et donc, forcément, quand tu mets ton argent là-dedans, tu le perds. Donc, j'ai commencé par perdre une première fois 50 000 euros comme ça. Et à plusieurs endroits. Pourquoi? Parce que moi, honnêtement, faire 10% par an, ça m'intéressait pas. Tu vois, si c'est pour faire 10% par an, bah, je Je préfère mettre comprends. tout mon énergie dans mon business. J'étais capable de faire x5 chaque année sur mon business. Donc, la seule chose qui m'intéressait, c'était de faire 10% par mois. Donc, je l'ai mis à ces endroits-là. Ça n'a pas marché. J'ai pris ma leçon. Je me suis Mais dit, encore une fois, la personne qui t'a conseillé, là, c'est une relation, c'est c'est une un relation. Une relation. professionnel, C'est des ok, relations. c'est une relation. Des relations. Ok. Donc, effectivement, des relations. Et comme toute personne non éduquée dans un domaine, bah, tu as l'impression d'être et surtout dans l'argent, c'est un truc que je vois beaucoup chez les autres, mais que je peux voir chez les autres parce que je le vois chez moi. C'est plus tu es inéduqué dans l'argent, plus tu vas te croire le roi du monde et penser que tous les gens sont des débiles parce qu'ils font des placements à 10% par an alors que toi, tu as trouvé le truc à 10% par mois. Tu vois. Donc, j'ai fait ça. Et je pense que tout le monde le fait quand il commence. La différence entre ce que j'ai vécu et ce que la plupart des gens vivent, c'est que la plupart des gens ont le temps de s'éduquer et de faire leurs erreurs avec peut-être 500 euros, tu vois. Mm. Et moi, j'ai direct fait mes erreurs avec 50 000 euros parce que j'ai pas eu l'occasion, tu vois, ça a été très vite, en fait. Tu vois, je suis passé de zéro à peut-être Mm. 2 millions d'euros sur mon compte en banque en 3 ans, quoi, tu vois, en 2 ans. Mm. En 2 ans, donc sans avoir le temps de m'éduquer. Et du coup, je fais beaucoup de merde. Voilà, j'ai fait beaucoup de merde. Donc, effectivement, j'ai mis ces 50 000 euros là. Derrière, j'ai mis de l'argent en crypto. Je pense à un bon moment. C'était pas mal. Je m'étais éduqué un peu. Et j'ai vu mon compte monter jusqu'à 2,7 millions, je crois. Un truc comme ça. Ah Mon oui, compte moi, j'étais crypto. restée sur 1 million à peu près, ce que Non, l'historique je que te tu. montre. Après, au moment où c'était le plus haut, je me souviens d'être à 2,7 millions et j'habitais à Dubaï à ce moment-là et je voulais un appart, Mm. tu vois. Et dans ma tête, je savais que c'était un moment où c'était un peu short, tu vois, où c'était le moment de sortir mon argent. Mais l'appart que je voulais, il valait 3 millions et dans ma tête, je m'étais dit, bah, j'aimerais bien Attends m'acheter un peu. c'est ça. Allez, encore 3 jours et dans 3 jours, ça vaut 3 millions ton truc. Attends 3 jours, tu vois. Sauf que 3 jours après, en fait, ça valait 1 million, tu vois, ou ça valait 800 000. Ça ne valait plus que 800 000. Donc voilà, des trucs comme ça où j'ai pas su m'arrêter, où j'avais un super coup parce que j'avais peut-être mis un truc comme, je sais plus, entre 500 et 1 million de mise de Ouais, c'est ce que départ, tu j'allais dire. vois. Ton capital Ouais, de départ, c'est donc ouais, 500, 1 million. C'était ouais. devenu 2,7 millions. C'était Parce que tu devenu avais 2,7 commencé millions. quoi, la crypto en 2019, 2020 Non, en ou un 2020. peu. Mais tu sais, c'est qu'un fois Ouais. 3, hein. Donc enfin, Ouais, ouais, tout à fait. Non, non, mais je suis pas par cœur le cours de la crypto, et puis ça dépend de quoi on non, parle, mais mais ça me paraît, oui, ça me paraît cohérent avec ce que je Mais sais. sauf que x3, en fait, je me souviens que cette période-là, mon portefeuille faisait entre plus 150 et entre plus 150 et plus 250 000 euros par mois
sans que je fasse rien, tu vois, dans cette période-là. Hmm. Et et ça m'a aussi défoncé la tête, tu vois, de, de faire entre plus 150 et plus 250 000 euros par mois sans rien faire, alors que 2 ans auparavant, tu as 2 000 euros sur ton compte en banque, tu vois. Je pense que c'est une sensation que tu peux pas imaginer tant que tu l'as pas Tu vois, vécu. on en revient à la question d'avant. Qu'est-ce que les gens bizarres font quand ils s'enrichissent trop vite? Et ben voilà. Ouais. T'en as une. Mais ça amplifiait qui j'étais parce que je pense que j'aurais fait la même chose avec moins. C'est juste que je le faisais avec plus. Par contre, tu dis quelque chose d'hyper intéressant, c'est-à-dire que il y a un niveau au-delà duquel l'investissement te rapporte considérablement moins que l'entrepreneuriat. Et donc, en toute logique, tu te dis, pourquoi je mettrais mon argent là, alors que quand je l'investis dans un coaching, quand je l'investis dans mon business, quand je l'investis dans des pubs, en réalité, ça me rapporte plus. Et du coup, j'imagine que c'est un peu dangereux parce qu'en fait, il faut sortir de ce paradigme-là et rentrer dans un paradigme qui est sécurisation, construction, diversification, qui est vraiment un autre univers, un autre. Toi, t'étais en mode, je veux que l'argent produise de l'argent, mais il en produit déjà tellement avec ton système automatisé que ce que tu demandes à l'investissement à côté pour être à peu près équivalent, en fait, en réalité, c'est quasiment aller au casino, quoi. Enfin, c'était jouer son argent au casino parce que c'est un niveau de risque et de volatilité qui, par contre, est sans commune mesure avec ce que tu connais sur ton business. Déjà que le business, voilà, un business, ça reste volatile, hein, même si on a des systèmes. Mais là, tu te crées un deuxième système moins performant en réalité, mais beaucoup plus risqué. Donc, en fait, tu étais perdant sur tous les tableaux. Ouais. Mais par contre, c'est une super leçon. Ouais, franchement, c'est une super leçon. Ça m'a appris beaucoup et je pense que dans me retrouver, c'est ce qui m'a apporté le plus. C'est ce qui m'a vraiment apporté le plus puisque déjà, moi, je suis pas quelqu'un d'anxieux et stressé, mais je voyais qu'avoir autant investi en crypto avec les fluctuations, ça m'arrivait de me réveiller la nuit. Quand j'entendais des gens qui disaient non, mais si tu investis mal ton argent à des mauvais endroits, tu vas te réveiller la nuit. Moi, je rigolais. Je disais, genre, je vais me réveiller la nuit un jour parce que je mets mon argent au mauvais endroit. Mais là, il y avait un tel niveau de volatilité que je me réveillais réellement la nuit, des fois à regarder mon téléphone et à me dire où en est mon portefeuille, tu vois. J'étais dans un niveau d'irrationalité, mais débile. Non, mais en comparaison, c'est comme si au moment où tu faisais tu vois, des mois à 300, 400, 500 000 et que le mois d'après, tu faisais 50. En comparaison, tu sais, ça ressemblait à ça. J'imagine quand tu aurais été capable de te réveiller la nuit en disant mais qu'est-ce qu'on a foutu et comment ça se fait qu'on est en train de faire le mois le pire que j'ai pas connu depuis le début du business. Et en réalité, le sentiment, il doit être à peu près le même, sauf que tu n'as aucun contrôle. Tu peux avoir exactement ce que j'allais dire. Ouais. C'est ça dans un cas, tu peux te dire, attends, je vais me ressaisir, je vais faire un truc, je vais lancer une promo, je vais faire un truc. Et dans l'autre, le seul contrôle que tu as, c'est j'y vais pas, je retire, je mets plus. Enfin, c'est. Ouais, t'as aucun contrôle. Et je me souviens très bien de ce jour où je perds 450 000 euros dans la nuit, tu vois. Entre le moment où je vais me coucher et le moment où je me réveille le matin, il y a 450 000 euros de moins. Et tu surveillais d'ailleurs beaucoup? Ouais, bah oui, bien sûr que tu surveilles. Enfin, c'est un niveau de distraction qui est impressionnant. Tu regardes ton téléphone 15 fois par jour, tu vois. D'ailleurs, ça, c'est un truc. Maintenant, c'est une de mes indications. C'est que si j'ai besoin de regarder mon téléphone tous les jours, c'est que j'ai pas la bonne stratégie. Tu vois. Maintenant, c'est un de mes indicateurs. Donc, tu le faisais aussi pour ton business, c'est pas juste pour les cryptos. Tu regardais plusieurs fois par jour l'état de tes comptes ou l'état de ton chiffre. Non, je regardais pas sur mon business. Okay. Non, pas sur mon business, mais sur les cryptos. Et d'ailleurs, sur les investissements, je veux pas d'investissement dans lequel j'ai besoin de regarder plus d'une fois tous les 6 mois, en fait. Tu vois. Je dis pas que les gens devraient pas faire ça. Je dis juste que moi, par rapport à mes priorités, je veux pas de ça, quitte à perdre du rendement. Et du coup, je me souviens très bien de ce matin où je me lève, j'ai perdu 450 000 euros et je vais marcher, tu vois. Et tous les 100 mètres, j'avais perdu 10 000 euros de plus. Et je me souviens, là, j'arrive, j'essaie de tout vendre parce que
c'est un niveau d'irrationalité pas possible. J'essaie de tout vendre et je ne peux pas vendre. Les serveurs, tu sais, les serveurs sont morts et tu ne peux pas vendre. Et du coup, tu continues à marcher en te disant, OK, tous les 100 mètres, je perds à nouveau 10 000 euros et je peux rien faire. Et c'est un niveau de émotionnel que j'ai pas traversé. Enfin, j'ai dû être émotionnel à ce point-là, peut-être quand dans la mort d'un proche ou dans la mort d'un proche ou vis-à-vis d'une rupture avec quelqu'un, quoi. Et du coup, là, ça, on parle de quoi? On parle de 2022. On parle de mai 2021. Parce que la chute des cryptos, c'était... c'était... Mai 2021. Ok, d'accord. Et depuis, alors, ton argent, est-ce que tu as mis au point une stratégie d'investissement Est-ce que tu as revu ta stratégie d'investissement? Ouais. Aujourd'hui, j'ai 80% sur des S&P 500, Nasdaq et tout, en ayant une stratégie de DCA. J'ai pas tout investi au même moment et j'ai encore à investir. Tu vois, j'ai découpé mon investissement que j'avais à faire sur 3 ans. J'investis une somme tous les mois. Je regarde pas et de toute façon, je veux pas de cet argent avant. Enfin, je ne compte pas avoir besoin de cet argent, tu vois. Ok. Donc pas d'IMO, pas d'immobilier. Tu utilises, t'es propriétaire de ta résidence principale? Non. Ah, donc t'as aucun levier d'endettement, rien. Non. Julien. Moi, je possède rien et. Il va falloir qu'on passe du temps. Non, mais en fait, j'ai pas. Non, mais attends. Non, j'ai pas de levier d'endettement pour une raison, c'est que j'ai une situation qui était. J'ai tout cleané, tu vois, cette année, mais il y avait de la complexité dans ma situation fiscale. Ouais. Dans le sens où, tu vois, j'avais une société à Malte, une société au Delaware, derrière j'étais à Dubaï. J'ai été donc au niveau des banques, c'était compliqué et du coup, j'avais que des relations avec des banques en ligne parce que les autres banques, elles me gavaient trop, tu vois, avec la complexité de ma situation. Donc il y a que cette année, tu vois, où il y a 3 mois seulement, j'ai ouvert un compte dans une banque qui n'est pas une banque une banque en ligne, tu vois. Donc j'avais aussi toute cette complexité qui crée le fait que j'ai pas d'endettement. Honnêtement. Et tes sociétés, elles sont toujours à l'étranger, par contre, ou? Non, je les ai tout ramené en France. Ok. Enfin, j'ai ramené en France, mais je ramène en Suisse parce que je vis en Suisse maintenant. Ok. Je savais même pas que tu vivais en Suisse. Mais ok, donc tu as fermé les entités et tu les as recréées en Europe. Ouais. Ok. Et ça fait partie de, tu vois, c'était pour des raisons fiscales que tu avais créé ces sociétés-là ailleurs? Oui, c'était des raisons fiscales. Ce que je referai pas d'ailleurs, avec la conscience que j'ai aujourd'hui, je referai pas. Ouais, en fait, moi, je ferais de l'immobilier et de l'endettement, si tu veux, à un moment donné. Si j'ai un service de done for you, mais quand je dis done for you, c'est done for you complet, quoi. Mais genre complet, parce que tu vois, j'ai vraiment une phobie administrative. Je déteste tous ces trucs-là. Je déteste me conformer. J'ai une aversion pour les banquiers, pour les banquiers, j'ai jamais parlé à un banquier de ma vie. Je n'ai jamais parlé à un banquier de ma vie. Genre, mais vraiment. En même temps, je comprends. C'est logique par rapport à ton histoire. Mais tu vois, ce que tu me dis, je le retrouve chez d'autres gens. Et David Laroche m'a dit la même chose. En fait, à un moment donné, on revient à la question que l'entrepreneuriat est tellement un levier d'enrichissement important que finalement, l'investissement n'est pas du tout vu de la même manière que pour quelqu'un qui gagne 2, 3, 4 000 euros par mois et pour qui l'investissement, notamment en utilisant l'effet de levier bancaire, est un vrai propulseur pour constituer son patrimoine. Ouais. Et donc, du coup, les règles du jeu sont un petit peu différentes parce que l'enrichissement, il est par l'entrepreneuriat et l'investissement est plus là pour créer des assets diversifiés et structurés avec cette contrainte qui est absolue, c'est que surtout, ça prenne 0 temps, en fait. Et ça, c'est des logiques qui sont complètement différentes quand effectivement on a un levier d'enrichissement qui est aussi important que le tien ou celui de David Laroche via le business. Exactement. Et je suis le premier d'ailleurs à recommander à
mes clients, tu vois, qui n'ont pas la capacité aujourd'hui de générer le profit que j'ai et qui ont des objectifs financiers, allez faire de l'immobilier, les gars. Genre, allez, prenez une partie de votre trésorerie, allez demander à la banque. Je suis le premier à recommander ça. Juste pour moi, je le ferai pas parce que j'ai pas généré tout cet argent pour arriver à un moment de ma vie et continuer à faire des trucs pour gagner plus d'argent que je n'aime pas. J'ai justement valorisé l'argent pour ne faire que ce que j'aime. Donc, même si j'entends complètement l'argument que je pourrais gagner beaucoup plus et avoir un levier de dingue si j'allais voir la banque et je faisais de l'immobilier, bah, aujourd'hui, ça a assez peu de valeur pour moi. Et Alex Hormozi parle d'une notion que j'aime beaucoup qui est la décroissance utilitaire de l'argent. C'est-à-dire que plus chaque euro en plus a moins de valeur que l'euro précédent. Si tu n'as qu'un euro sur ton compte en banque, on te donne un deuxième euro, ça a de la valeur. Tu es prêt à faire beaucoup pour avoir un euro. Si tu as X millions sur ton compte en banque, pour 1 euro, tu ne lèverais pas le petit doigt. Tu vois. Et on peut le prendre pour... Il y a une décroissance de l'utilité de l'argent et une décroissance de la valeur de l'argent plus tu en as. Et donc, il y a une décroissance aussi de ce que tu es capable de faire pour l'argent plus tu en as. Mais soyons très clairs aujourd'hui, vu ce que tu génères avec l'entrepreneuriat, il n'y a quasiment aucun mécanisme immobilier qui te fera gagner autant. Aucun. Donc la question pour toi, elle n'est pas de gagner plus avec l'immobilier qu'avec l'entrepreneuriat. La question serait plutôt de l'ordre de, quitte à faire autre chose et pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quelles sont éventuellement des stratégies d'investissement qui sont les plus efficientes financièrement. Mais ce qui est efficient financièrement n'est pas forcément time efficient, n'est pas forcément efficient au niveau du temps. Donc, encore une fois, c'est pour ça qu'une stratégie d'investissement, elle est pas universelle et je te raconterai pas la même chose que je raconterais à quelqu'un qui était dans ma situation il y a 3 ans et on n'aura pas les mêmes parcours d'enrichissement, toi et moi, et les mêmes leviers non plus. Donc c'est intéressant de le comprendre et j'ai pas la naïveté de penser qu'en faisant de l'immobilier, même avec des projets à 1 million, avec 30 lots, etc., tu puisses t'enrichir plus que ce que tu peux t'enrichir via l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est d'autres logiques. Encore une fois, on est plus dans la diversification. Et qu'est-ce que tu peux faire mieux dans la diversification sous contrainte de temps? Écoute, j'ai fini. Voilà. Julien, est-ce que toi, tu as envie d'ajouter quelque chose? Non, c'était cool. J'ai bien aimé ce format de discussion. Bah ouais, c'est vraiment une discussion. J'étais à la cool aujourd'hui. Je te l'avais dit quand j'ai commencé, j'étais fatiguée, alors je savais que j'allais être à la cool aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram, je partage pas mal de choses et sur le podcast Julien Musy, sur lequel je publie aussi 2 podcasts par semaine. Mais c'est trop marrant parce que du coup, je savais pas que tu faisais un podcast et je l'ai écouté en préparant l'épisode. Et là, je découvre que tu as 0 habillage. On peut pas avoir un podcast plus minimaliste. Il n'y a pas de musique. Enfin... Genre, l'épisode que tu as sorti, j'en ai écouté l'avant-dernier, je crois. Il n'y a pas de musique. Ouais, ils sont tous comme ça. Hein. Voilà, il n'y a pas de générique, il n'y a pas de titre, il n'y a pas d'intro. Le mec commence à parler. Je fais, ah ouais, d'accord. Celle-là, on me l'avait jamais faite. Je vois qu'il connaît bien le monde du podcast. J'avais encore jamais entendu un podcast aussi minimaliste. Mais tu sais, je pense que c'est intéressant d'avoir une stratégie qui est en cohérence avec toi. Et c'est un peu le reflet de ma vie. Bah, t'as pas encore fait assez de sessions avec moi pour savoir que j'ai que 4 t-shirts, tu vois. Non, on n'est pas assez intime. Mais tu verras, au bout d'un moment, si tu fais suffisamment de sessions avec moi, tu me diras, mais en fait, Julien, pourquoi tu remets toujours le même t-shirt? Parce que j'en ai que 4. Et j'en ai que 4. Tout ce que j'ai tient dans une valise. C'est pas une image. Toutes mes possessions tiennent dans une grande valise. Ah, moi, ça me fait halluciner. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir beaucoup moins de trucs que plein de gens, mais jamais ça tiendra dans une valise. Bref, c'est un autre débat. Donc, on peut te retrouver sur Instagram. Moi, je te suis sur Instagram. Mais donc, effectivement, il y a le podcast. Vous tapez Julien Musy, ça s'appelle Leader de son marché. Ouais. Vous tapez Julien Musy podcast, vous trouvez. D'accord. Bon, merci Julien. Nous, on se revoit bientôt. Et puis, merci d'avoir eu cette conversation avec moi et puis d'avoir joué le jeu pour les auditeurs. Encore une conversation à cœur ouvert. J'ai l'impression que t'as joué le jeu de la transparence, ce que je demande à tous mes invités. Donc, c'est cool. Merci à toi. Merci Delphine pour l'invitation. Et pour les auditeurs, on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode.
Merci à tous ceux qui m'écoutent jusqu'au bout. Vous pouvez pas savoir comme c'est gratifiant de savoir que vous avez écouté près de 2 heures de contenu. Il y a vraiment que le podcast qui permet ça. Et c'est pour ça que j'aime le podcast d'ailleurs. Sinon, qu'est-ce que vous avez retenu de cet épisode ? Ça va devenir un rituel de fin d'épisode de vous demander ce que vous avez retenu et moi de partager ce que j'ai retenu. Pour ma part, je retiens 2 choses de cet épisode, de cet échange avec Julien. D'une, la longévité d'un business repose certes sur son efficacité, sinon c'est pas un business, mais aussi sur le fait que son dirigeant soit nourri, trouve du sens et du plaisir dans ce qu'il fait. Et l'autre chose que je retiens, c'est que quand on gagne plus avec l'entrepreneuriat qu'avec l'investissement, on ne peut pas chercher à obtenir des rendements supérieurs avec ces investissements. Dans ces cas-là, l'investissement devient un mécanisme de diversification ou de sécurisation de sa richesse. Voilà, sur ce, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.